OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Pour la plupart d'entre vous qui écoutez une émission comme la mienne, c'est que vous êtes probablement considéré comme le petit mouton noir de la famille, la personne différente parmi toutes. Et on dit de vous que vous êtes bizarre, on rit de vos croyances, mais sachez, au contraire, vous êtes en fait une personne éveillée qui comprend certaines choses inexpliquées ou incomprises de la science ou que d'autres ne voient pas. Mais vous avez en fait une grande ouverture d'esprit et plus ça va, plus vous voulez apprendre comme un assoiffé de mystère et ça ne s'arrêtera pas. En fait, la société ou notre entourage, notre famille, on nous apprend à penser depuis notre naissance. Et si ce que nous avons appris depuis le début était faux, y avez-vous déjà pensé? On nous apprend à vivre dans la peur avec des histoires telles que le bonhomme 7 heures, le monstre en dessous du lit, puis qui va nous prendre le pied si on ose se lever du lit quand on est petit. Puis en même temps, d'un autre côté, on nous dit que les fantômes, les extraterrestres, ça n'existe pas. Vous voyez-vous que ça fait un peu contradictoire tout ça. Puis pour ma part, comme je le dis souvent, nous sommes faits d'énergie. Notre corps est fait d'environ 75 à 80 d'eau. Et tout le monde sait que l'eau est énergie et elle contient des mémoires. Comme le dit si bien Greg Braden, la croyance est le mariage parfait de la pensée et de l'émotion. Mais voyez-vous venir avec mes petits sabots? Sinon, l'univers là, est vraiment fait ainsi. Notre univers corporel aussi. Tout ce qui se passe à l'interne, on est comme une genre de réplique de l'univers, mais au lieu d'avoir des planètes, c'est d'autres petites gugus qu'on a en dedans. Et bref, nous sommes faits une copie de ce qu'on a. Et ça a toujours été écrit, même dans les anciens écrits, que ce soit dans les Bibles ou dans les vieilles écritures, même dans le temps des Mayas, de l'Égypte. Ça a un rappel avec tout ça, avec nous, puis ça le dit. On a eu, il y a quelque chose qui se passe, en fait. Et si je me fie seulement aussi qu'à la fleur de vie qu'on voit, c'est avec ces 64 branches, pétales, c'est un infini. C'est quelque chose d'infini, comme notre corps. Notre corps est une science à l'infini, de plein de découvertes. Et chacun d'entre nous possède des capacités inexpliquées pour la plupart, mais en fait, c'est expliqué par le quantique. Si l'eau est mémoire, votre corps l'est donc aussi. Et la pensée crée aussi. Donc, si nous croyons sincèrement avec le cœur, avec les possibilités peuvent être infinies. Quand on souhaite quelque chose, mais qu'on le souhaite avec le fond de nos tripes, c'est autre chose. Puis ça, là, je me dis que un jour, c'est comme quelqu'un qui se dit, mais moi, j'ai peur d'avoir le cancer. Le cancer, j'ai la peur de ça. Mais à force de se le dire, puis on finit par se le créer. Puis on va finir par l'avoir. Tout ça, pourquoi? Parce que le corps est rempli d'eau. Notre eau est en mémoire. C'est de la mémoire. Et vous faites donc circuler quelque chose dans votre corps qui dit que, regarde, envoyez-moi le cancer, je viens de le programmer. C'est tout simplement ça. Il y a comme une communication qui se fait dans notre univers interne. Puis la programmation, on l'effectue comme dans un ordinateur, en fait. Mais notre corps est aussi muni du Wi-Fi et l'énergie qu'on dégage est aussi perceptible à celui qui est à l'écoute de ses ressentis. C'est aussi simple que ça. Si moi, je l'ai le Wi-Fi, je le sais, tout le monde l'a le Wi-Fi, c'est juste qu'on s'écoute ou on s'écoute pas. Dans mon cas, je m'écoute, puis quand je sens quelque chose, rare que je me trompe, c'est comme quand je vais à l'approche de quelqu'un, je le sais si la personne dégage une énergie négative, positive, je vais sentir si la personne est malade, je ne saurais pas nécessairement
quelle est sa maladie, mais je vais sentir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec cette personne-là. Ou quand on rentre dans un lieu, on le sait que les énergies qui émanent, ça sent tout ça. Ceux qui sont à l'écoute de ces ressentis, c'est clair qu'ils vont le ressentir aussi. Mais je pourrais vous en donner des tonnes d'exemples dans ce style-là, mais on n'aura pas assez d'une émission de 2 heures parce que j'en aurais pour des jours et des jours à vous parler de ça. Mais en gros, on est fait d'eau. L'eau est égale à l'énergie. L'énergie est égale à la vibration. C'est de la vibration aussi. La vibration, c'est aussi les émotions, les ressentis. Faites le lien avec tout ça. C'est un peu... On est fait de tout ça, en fait. C'est simple. Et puis, si vous écoutez votre ressenti, vos émotions, les énergies qui entourent le plus vous allez le faire et plus vous allez en capter de plus en plus parce que vous allez ouvrir une porte qui va vous permettre d'aller encore plus loin et vous allez vouloir aller plus loin dans ça. Puis, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est fou. Au contraire, parce que là, vous venez de comprendre quelque chose que plusieurs ne comprennent pas encore. C'est aussi simple que ça. Bref, je suis un mouton noir de la société, comme vous, sûrement, ceux qui écoutent, la plupart. Et j'essaie de comprendre et j'expérimente pour voir encore plus loin. J'accumule des connaissances et c'est pas une question de croyance, mais de constat. Parce que c'est plus fort qu'est-ce qu'on pense. C'est plus fort qu'est-ce que les gens peuvent s'imaginer aussi. C'est quelque chose d'intouchable, mais praticable. Puis là, je regarde ma belle Manon qui est en studio. Bonjour, Manon. Allô, Carole. Ça va bien? Ça va bien, merci. Ça fait être tout l'hiver. T'es sûrement d'accord avec ce que je viens de dire ce matin? Absolument. Parce que nous, on pratique, hein? Ben oui, parce qu'il reste que, comme tu disais tantôt, on est des émetteurs-récepteurs. Fait que on reçoit autant, on va capter les énergies. C'est comme un peu l'électricité, tu sais. On la voit pas, mais elle est là. Exact. Puis on l'a autant en dedans de nous, la même chose. Sauf que si on porte attention à ce qu'on ressent, les vibrations, c'est ça. Ça vient nous chercher plus au niveau émotionnel. Et c'est là que ça nous fait comprendre qu'on a capté quelque chose. Le Wi-Fi est ouvert en permanence. Je pogne juste pas RDS, mais de toute façon, ça m'intéresse pas vraiment. On a aussi en studio nos bons amis. J'ai Patrice Cocro, qui est mon petit frère d'âme. Carole. Ça va bien. Oui, ça va bien. Avec ton rire sadique. Ben oui. Et on a aussi PY, Pierre-Yves Bois, qui est l'animateur des Vraies Affaires, l'émission qui est juste avant la mienne. Ça va bien, PY? J'espère qu'ils savent que je suis juste avant toi, puis j'espère qu'ils m'écoutent aussi, parce que Tabarouette, il va avoir des petites règles sur les doigts. J'ai bien aimé le moment dans ton intro où tu as parlé de, tu sais, dans le fond, l'énergie qu'on dégage, c'est l'énergie qui nous est rendue par l'univers. Puis je veux dire, ça, c'est quelque chose de bien simple à comprendre quand on connaît les pouvoirs non seulement du subconscient, mais du supraconscient et du conscient. Le supraconscient, pour ceux qui se demandent de quoi je parle à peu près, vois ça comme t'es au sommet d'une montagne. Mettons l'Everest, puis que tu as une vision sur 360 degrés de tout ce qui t'entoure. Mais tu n'auras pas une vision, puis tu n'auras pas une connaissance parfaite de ce qui se passe, disons, à 325 km dans un rayon de 150 pieds carrés, mais tu vas avoir une supraconscience, une conscience étendue de ce qui t'entoure sur 360 degrés. Après ça, tu as le conscient. Le conscient qui est ici, maintenant, le présent, c'est ce qu'on vit présentement. La conscience humaine, c'est dans la matière, dans la réalité, dans la 3 dimensions, c'est la conscience. C'est ça qu'on vit. Puis, il y a le subconscient. Le subconscient, voyez ça un petit peu comme le fond de l'océan. Et puis, ce qui tombe au fond, ce sont les épaves du conscient. Et puis, le subconscient, lui, tout ce qu'il a accès comme vision, c'est les épaves qui tombent au fond de l'océan. Il n'y a aucune idée de ce qui se passe dans le monde du conscient. Tout ce qu'il voit, c'est les déchets, c'est les débris. Donc, c'est à nous de choisir, de conduire notre conscient en fonction des débris qu'on veut que notre subconscient voit. Wow! Puis c'est le subconscient qui va créer la réalité de matière qui nous entoure. Donc, si on fait un travail acharné pour que notre subconscient voit des débris de joie, de bonheur, de prospérité, des débris grandioses, lui, il va se dire, tabarouette,
C'est ça qui se passe en surface. Fait que lui, il va juste nous attirer de la joie, du bonheur, avec peu importe les expériences qu'on va vouloir avoir assimilées. Fait que quand tu disais tantôt, on se concentre sur ce qu'on veut, c'est un petit peu ça. C'est d'envoyer les bons débris au fond de l'océan pour que le subconscient, lui, nous crée cette réalité-là concordante en matière. Donc, à bien faire attention de ne pas brasser de la marde, de ne pas envoyer des débris de colère, de ressenti à notre subconscient, parce que lui, il va dire, OK, c'est ça la réalité, fait que je vais y en donner. On dirait que c'est ça qui aime accumuler comme débris. Fait que c'est vraiment le subconscient qui a le pouvoir de créer et d'engendrer la réalité matérielle. Donc, faites attention comment vous nourrissez votre subconscient. Tu m'épates. Très belle image. Hey, mais tu m'épates. D'expliquer tout ça. Je prends le relais. Écoute, Carole, ça fait 1 an que tu animes ton émission. Oui, en effet. Donc, c'est l'anniversaire de ton émission. Oui, c'est vrai. Alors là, pour l'occasion, j'ai décidé d'animer. En fait, tu m'as proposé et j'accepte d'animer. C'est un baptême pour moi. Alors, c'est un sujet, tout ce qui touche le paranormal, tout ce qui touche l'hypersensibilité, tout ce qui touche les multiples aspects de l'existence, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Ça m'anime depuis que je suis tout petit. On s'en est parlé de multiples reprises, toi et moi. Et donc, ben écoute, on va explorer tout ça et en espérant que les gens, c'est sûr que les gens s'intéressent à ça, mais c'est quelque chose qui personnellement m'intéresse au plus haut point. Puis ouais, tu parlais de programmation, puis de programmer, de faire attention à ce qui émane de nous autres. Pour moi, la vie aussi, c'est un... Tu sais, on vit beaucoup sur le système de la polarité, du bien et du mal et tout ça. Pour moi, c'est un tout, la vie. Puis avec les années, maintenant, je considère que tout est intéressant, même les aspects, qu'on va dire, plus sombres ou plus négatifs, parce qu'on est dans des principes de mouvement ou de résistance, puis tout ce qui relève de la peur, donc du jugement ou de la résistance, pour moi, c'est tellement omniprésent dans notre monde. Je me dis, est-ce qu'il y a moyen de commencer à sortir de ce que la politique nous propose, de la compétition, de la comparaison, de l'ego, tu sais, tout ça. On est toute notre civilisation est basée là-dessus, sur la comparaison, la peur de la mort, la peur de disparaître. Fait que, est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles avenues qu'on peut envisager ou privilégier, d'autant plus que le monde tel qu'on le connaît, pour moi, à mes yeux, en tout cas, on est vraiment dans une fin de cycle de civilisation. Parce que l'idée d'accumuler de plus en plus, puis d'être le plus fort, le plus fin, c'est une expérience, mais de toute évidence, il y a beaucoup de gens qui sont laissés en plan, puis tout ça. Donc, on va partir là-dessus, on va parler de bien des choses. Et je vais, à la fois Manon et toi, PY, vous poser des questions. C'est la première fois qu'on se rencontre. Personnellement, toi, tu viens de quel milieu? Comment t'as grandi? C'était quoi ton regard quand tu étais jeune par rapport à tout ça? Parce que c'est la première fois. Alors, moi, j'avoue, je sais pas quel est ton parcours et comment tu... Jeune déjà, c'était quoi ton regard ou ta sensibilité par rapport à ton environnement? Te sentais-tu vulnérable? Te sentais-tu hypersensible? J'ai toujours été... je vais t'épargner évidemment les détails du drame de ma vie. Je veux dire, il y a des gens qui j'ai trouvé intéressant, moi. J'ai trouvé intéressant. On a-tu 4h30? Non, c'est ça. Non, mais en fait, je pense qu'à un moment donné, en partant, là, la vie, c'est pas un drame, c'est une comédie. Mais, je veux dire, veux pas. J'ai toujours été un petit bonhomme... qui a ressenti une connexion intense avec l'univers. Ouais. Toujours. Un petit bonhomme qui pouvait passer 1 heure, 1h30 à observer les fourmis, construire leur petit monticule ou transporter des feuilles ou s'entraider puis ramasser les cadavres de mouches. Je m'amusais des fois à m'asseoir à côté d'une bouche d'égout. Ça a l'air ridicule, là, mais je sélectionnais des pierres en fonction de leur grosseur et puis je les laissais tomber dans la bouche d'égout. Puis je me rendais compte que ça créait des notes différentes. Puis je me composais des symphonies en lâchant les pierres tomber dans la bouche d'égout. Puis je veux dire, j'ai toujours été un fin observateur de la nature. J'ai grandi dans mon chalet à Petite-Rivière-Saint-François avec mon grand-père. La communion avec le lever du soleil, la rosée sur le gazon, mon grand-père qui pêche à la mouche avec la petite bruine au-dessus du lac, petit lièvre qui détale, un chevreuil qui se détourne en me regardant. J'ai toujours ressenti cette confiance puis cette communion-là avec l'existence, puis ça, je l'ai d'une manière intrinsèque. Ça a toujours fait partie de moi, même si à ce moment-là, j'étais pas conscient que c'était une communion que je ressentais. Ouais. J'avais toujours cette sécurité-là, puis cette capacité-là à laisser aller. Tu sais,
je le dis souvent de ce temps-là, je ne sais pas pourquoi, je suis appelé à parler souvent de ça, mais ça ne doit pas être pour rien. Après le bonheur pur, là, qui, selon moi, se traduit en une sérénité puis une paix d'esprit constante. Selon moi, c'est ça, le bonheur. Il y a la deuxième meilleure émotion que j'ai ressentie dans ma vie, c'est le lâcher-prise. Tu sais, quand tu arrêtes d'essayer de tout contrôler, là, de tenir les rênes là, à t'en faire mal aux mains, là, puis que tu fais juste te laisser aller en chute libre, puis que tu te laisses bercer par la vie comme un petit bébé naissant d'un bras de sa maman, là, qui se pose pas de questions puis qui a pas peur de rien parce qu'il est juste réconforté. Là. Le lâcher-prise, la chute libre, c'est une des plus belles émotions que j'ai vécues de ma vie dans une confiance absolue. Fait que j'ai toujours été un petit gars comme ça, de nature. Puis surtout que j'ai grandi dans une famille spirituelle. As-tu vécu quand même des étapes, des épreuves? J'imagine que tu as vécu des épreuves. Ben oui. Parce que tu parles d'abandon, de lâcher prise. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle aussi beaucoup. Tu sais, j'ai fait des crises d'anxiété majeures dans ma vie. L'an passé, j'ai sauté en parachute. C'était tout un cheminement. Je donne des conférences là-dessus. Le lâcher-prise n'a pas du tout été évident, même s'il y a des bouts. Tu sais, je suis un acteur, je suis sur une scène, mais avant, moi, je me serais caché, je longeais les murs, je me cachais. Ça a été des étapes. Ça s'est pas fait comme ça du tout. Je t'épargne mon 10 ans de toxicomanie intense. OK, mais ça, c'est intéressant pour moi. Parce que moi, on parlait de ma jeune jeunesse. Là. Oui. Mais à partir de l'âge de 19 ou 20 ans, je suis devenu un lourd toxicomane. J'ai passé 10 ans de toxicomanie grave à faire cocaïne, amphétamine. À la fin, j'étais rendu à 40 ou 50 pilules d'amphétamine par jour. OK. Fait que, je veux dire, c'est une toxicomanie très avancée et très lourde. Dans ce moment-là, j'ai été un peu perdu. Je t'avouerais mais j'ai jamais perdu mon fond. J'ai jamais perdu ma confiance en la vie. J'ai jamais perdu ma communion intrinsèque avec l'univers. Puis je me suis jamais demandé qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis là. Tu sais, les grosses questions existentielles que certains peuvent connaître, même à tâtons, dans l'obscurité. J'ai jamais perdu cette connexion-là avec l'univers. C'est-à-dire la lumière, ton essence, ta nature a toujours été présente. Exact. Puis c'est quand j'ai senti que cette lumière-là allait s'éteindre, ça m'a fait mal. Ça m'a fait de la peine. Puis c'est là que j'ai décidé d'entrer en thérapie puis de me retrouver un peu. Parce que j'ai senti que mon âme allait décoller. Tu parlais d'intoxication, de toxicomanie, parce que c'était mon cas aussi. L'idée d'explorer, pour moi, tu sais, je parlais de polarité en début d'émission, mais l'idée pour moi d'aller dans les extrêmes, c'était nécessaire pour que je retrouve l'équilibre. En plein ça. Parce que comme un funambule ou un artiste de cirque qui va chuter, qui va se relever, à force de chuter, mais moi, j'avais besoin même de me complaire dans la chute, aller là-dedans, me taper la tête sur les murs pour ensuite... Puis en fonction aussi de l'hypersensibilité qui m'habitait depuis que j'étais petit, je me dis comment je vais composer avec un monde que je trouve extrêmement difficile. On le voit même dans les écoles aujourd'hui. C'est au plus fort la poche, puis c'était le moindrement différent, puis t'as un œil croche, puis un accent, oublie ça, t'es pas dans la norme. On vit dans un monde où il y a la dictature de la norme, puis dès que t'es le moindrement un petit peu différent, puis que ton image est pas conventionnelle, tu vas te faire ramasser. Fait il y a beaucoup de gens... Je le sais parce que je donne des conférences puis je rencontre plein de gens de plein de milieux, mais peu importe le revenu, d'où ils viennent, peu importe, il y a beaucoup de gens qui ressentent ça, le fait de ne pas se sentir digne ou en correspondance avec le monde dans lequel ils vivent. Et c'est extrêmement difficile de dire, d'afficher sa différence. C'est pas évident. Puis t'as raison. Puis moi, je verrais même pas ça comme une différence. Je verrais ça comme une couleur. C'est unique. Je veux dire, il faut qu'on soit tous un personnage en bout de ligne. Parce que quelqu'un de réel est un personnage. Quelqu'un de vrai, d'authentique est un personnage coloré, avec une odeur, une saveur, puis une couleur qui lui est propre. Puis aujourd'hui, on dirait qu'on essaie d'être le plus beige, le plus gris possible. La norme. J'en parlais avec ma blonde hier. Je veux dire, on parlait de Manon Massé. Je veux dire, peu importe ce qu'elle dit, on focus sur son pinch. Je veux dire, soit t'es trop beau, soit t'es trop laid, soit t'es trop gros, soit t'es trop mince. Si t'es pas gris, incolore, inodore, sans saveur, tu vas toujours choquer du monde. Sauf que sur les réseaux sociaux, cette différence-là qui n'a pas été manifestée puis acceptée va se traduire de façon extrêmement violente. On le voit. Exact. Fait qu'il y a une réaction violente. Pourquoi? Parce que la norme dicte une façon de se comporter puis d'être qui aplanit toute la différence. Mais la différence, l'unicité. Appelons ça l'unicité d'être unique puis de manifester sa couleur exactement. Mais c'est bien intéressant comme point de départ. Hey, bon Dieu, t'as raison, Carole, c'est vrai que 2 heures, ça sera pas long. Non, c'est pas Manon, on va faire du coq à l'âne un petit peu. Manon, toi, t'as toujours ressenti, t'as toujours eu cette hypersensibilité-là, cette curiosité-là depuis que t'es petite ou ça s'est manifesté un peu plus tard? Moi, ça s'est manifesté un petit peu plus tard parce que j'étais, contrairement à PY, moi, j'étais complètement renfermée. J'étais effacée. J'étais très lunatique.
Oui. Et je partais souvent dans la Lune. Je sais pas où je m'en allais, mais je perdais carrément la cape. Je me déconnectais sans le savoir. Ça, c'était inconsciemment, je te dirais. Oui, oui. Et j'étais plutôt le genre renfermé qui était dans son petit monde à elle, son petit monde imaginaire à elle. Oui. Et je réalisais pas que j'étais à quelque part en contact énergétiquement ailleurs. Je capte, je suis comme une éponge. Je capte tout, mais j'étais pas consciente de ce que je captais. Et tout ça venait émotionnellement. C'est au fil des années, rencontrer des gens, parler avec des gens, tu penses toujours que t'es pas normal, t'es à part des autres. Ma mère me le disait tellement souvent que j'ai commencé à le croire. Mais c'est justement cette personne-là qui m'a dit non, t'es pas folle. C'est quelque chose que tu as en dedans de toi, que tu ressens. C'est correct, c'est normal que tu ressentes ça. Parce que on y est toutes. Quand elle me parlait d'énergie, ça a fait comme ça a capté mon attention un petit peu plus. Je me disais, OK, s'il y a un échange d'énergie, il y a des échanges qui se font. Donc, effectivement, ce que je ressens, c'est pas fou. Parce qu'on me disait tout le temps, c'est entre mes deux oreilles. C'est intéressant parce que tu viens de dire la folie. C'est comme la folie a le dos large. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un qui est le moindrement hors norme, il est fou, il est folle. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu viens qu'à le penser, sans que nécessairement on te le dise. Parce qu'on me disait subtilement, ben non, j'allais toujours vérifier certaines choses. Je posais les questions et on me disait, ben non, c'est dans ta tête que ça se passe. Ben non, c'est pas ça pantoute. Mais dans le fond, c'était vraiment ce que je ressentais. C'est l'autre en avant qui était pas honnête avec moi, qui me disait pas les vraies affaires. Il disait, oui, c'est vrai, t'as raison, quelque chose qui va pas, point. C'est ça, exactement. Et tu le sentais, tu le captais. Oui, puis c'est parce qu'à un moment donné, tu commences à te poser la question, tu te dis, ben voyons donc, c'est-tu moi qui est en train de virer folle? Vraiment, je me suis vraiment posé la question. Parce que je dis, ce que je ressens, c'est pas de la bullshit, là. C'est carrément... Et de fil en aiguille, en rencontrant des gens, en jasant avec des gens, des professionnels, il y en a une que j'appelais mon grand sage. Elle a été un point important dans ma vie, cette dame-là, parce que justement, elle m'a vraiment ramené à moi, à reprendre confiance en moi, à mes ressentis, ce que je ressentais, que c'était vraiment ça. Oui. Et comme Carole le disait, c'est vrai que quand on ressent une certaine chose, c'est en dedans de nous autres, ça fait comme... Il y a pas de doute, là. Il n'y a aucun doute. Et c'est d'être fidèle à soi-même. Tu sais, le sens premier du mot fidèle ou fidélité, c'est la foi. Exact. La fidélité, d'avoir la foi en soi, d'être fidèle à soi-même et donc à son feu ou à ce que l'on ressent, qui est juste, qui est non seulement une perception, c'est même plus qu'une interprétation, c'est une certitude. Quand on arrive à lire ou qu'on perçoit chez quelqu'un d'autre telle chose, parce que c'est vibratoire, justement, on le ressent, ben des fois, c'est délicat parce que tu te dis, est-ce que je vais le dire à la personne? Moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant de commencer à dire, la personne me dit que ça va bien, mais ça va pas nécessairement bien, tout ça. Puis finalement, au fil du temps, j'ai fait, non, il y a une rencontre qui peut se faire. Ou il y a une rencontre puis un rendez-vous qui se fait, ou il y a une rencontre, un rendez-vous qui ne se fait pas. Puis je trouve que la vie, ce sont des rendez-vous. Puis pourquoi ne pas profiter des rendez-vous? C'est un voyage intérieur et extérieur, mais il y a combien d'occasions et de rendez-vous qui sont ratés parce que la norme dicte encore, ben tu dis pas ça, tu dis pas non à quelqu'un, tu te fâches pas, tu fais pas si tu fais. Voyons donc, c'est qu'on s'en va avec ça, tu sais. Fait que ça sort tout croche souvent parce qu'on s'est pas autorisé à le faire. Qu'est-ce qui t'est arrivé, PY, dans ton... tu m'as parlé de toxicomanie. Est-ce que, jeune, t'as perçu, t'as eu des expériences qui sont hors normes, justement? Si on parle de la normalité de tous les jours, on la connaît, on l'apprend à l'école, mais dans le... T'as vécu un événement, mettons, qui t'a marqué plus jeune, qui t'a fait, oh mon Dieu, OK, j'ai vraiment une sensibilité particulière. Genre, je suis un médium où je vois toutes les apparitions? Exactement. Pas en tout. Non? Moi, je suis un gars extrêmement empathique, par contre. OK. Comme tu disais, ben, d'accord. Je ressens les gens et je ressens l'existence sur un niveau vibratoire. Okay. Tellement que souvent, j'ai déjà entendu les pensées des gens. Ouais, okay. Carrément. Mais tu sais, je veux dire, de là à dire, je vois des fantômes, je suis médium, je vois l'avenir, jamais. Mais c'est ma perception sensorielle qui est vraiment extrêmement aiguisée. Ça a toujours été. Je veux dire, je comprends les gens. C'est pour ça aussi que j'ai de la misère à tomber dans le jugement par rapport à une situation où, tu sais, même des fois, là, dans les nouvelles, il sort des trucs abominables que les gens se font condamner, lynché sur la place publique. Quel monstre, c'est le démon, ce gars. J'ai de la misère à tomber dans le jugement parce que je me demande tout le temps,
avec le bagage de cette personne-là, avec la vie qu'il a vécue, si j'étais dans ses souliers et que j'avais vécu exactement les mêmes choses que cette personne-là, est-ce que je ferais mieux que lui? Puis souvent, la réponse est non. Puis j'ai bien gros de la gratitude pour cette conscience-là que j'ai. Puis je me fais un devoir, puis j'aime ça, pouvoir comprendre puis épauler des gens qui semblent être la bête noire de la civilisation, puis dire, tabarouette, je suis mieux que lui, de quel droit je pointerais un doigt vers cette personne-là? J'ai souvent le réflexe de ne pas le faire, même si des fois, mon travail en tant qu'animateur radio, c'est de m'insurger, puis de juger, puis d'exprimer mon opinion. C'est un réflexe que les gens, la communauté, c'est comme la meute, on a besoin de se rassembler et de dire, OK, on a trouvé un coupable, puis on va fesser dessus comme un punching bag. J'ai jamais compris ça. C'est comme une façon de se défouler, parce que les gens n'ont pas d'autonomie des fois, ou vont pas avoir eu l'autorisation, ou se seront pas donné l'autorisation. Là, tout à coup, il y a quelqu'un de plus vulnérable, ou qui semble vulnérable, on fesse dessus. Mais tu comprends aussi que l'émotion que tu entretiens en toi, c'est à toi que ça fait du mal. Ben oui, absolument. De la colère, de l'amertume, de la haine. Je veux dire, t'as bien beau vouloir jeter ton dévolu sur quelqu'un pour le faire souffrir. Celui qui souffre le plus là-dedans, c'est toi-même si tu entretiens ce genre d'énergie-là. C'est vrai, c'est un suicide émotionnel. Je ne veux pas accumuler de bagages émotifs négatifs. Je veux être une petite étincelle légère le jour où est-ce que ça sera mon moment pour pouvoir partir ailleurs, parce que je le sais, ça a l'air de quoi partir ailleurs, puis on en parlera peut-être un petit peu plus tard, là. Mais tu sais, je veux dire, cliniquement, j'ai déjà été déclaré cliniquement mort. Je me suis réveillé 6 heures plus tard. Tu as vécu une EMI. Puis je me rappelle très bien ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Puis c'est exactement ce que j'ai vécu une EMI, carrément. Peux-tu nous en parler? Tu veux en parler là? Oui. Merveilleux. Oh, oui. Allons-y. J'ai fait une tentative de suicide en 2008. Dans un des pics de ma toxicomanie. Ça allait pas bien. J'ai pris 37 pilules d'amphétamine d'un coup sec. Et shit! D'un coup sec. Je voulais en finir, j'avais trop mal. Puis moi, mon objectif, c'était de me débarrasser de mon enveloppe pour arrêter de souffrir. Puis j'ai toujours une belle spiritualité, même dans ces moments-là. Puis moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment explorer l'univers, créer des mondes, créer la vie. Puis je savais qu'en tant qu'étincelle divine, tous issus de la même souche, on a tout ce pouvoir de création-là. Puis je voulais juste me débarrasser de mon corps. J'étais tanné. Je me disais, bon, on passe à d'autres choses. On retourne à la prochaine étape, on retourne à la source. T'sais. Fait que j'ai popé 37 pilules d'amphétamine. Je vous épargne comment je me suis rendu à l'hôpital, et puis etc. Mais je sais qu'une fois rendu à l'hôpital, ils m'ont plugué. Ça, c'est mon dernier souvenir à peu près. Ils m'ont passé des tests, électrocardiogramme, encéphalogramme, en tout cas, tout ce qu'on peut faire de tests. Puis là, je suis parti. Ça, je me rappelle. Puis il s'est passé exactement ce que je voulais. Je me suis rendu compte que ce que tu crois intrinsèquement qui va t'arriver, une fois que tu vas transcender, c'est ça qui va t'arriver. Moi, là, il n'y a pas eu d'histoire de « Ah, je reste au-dessus de mon corps, ah, je vois un tunnel avec de la lumière, ah, tout ce qu'on entend dire », puis que beaucoup de gens vont partager parce que ces gens-là adhèrent à cette pensée-là. C'est pour ça que ça leur arrive, ou le vivre. Moi, j'ai vécu complètement ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était m'en aller dans l'univers, passer par la nébuleuse à tête de cheval, puis commencer à explorer. C'est exactement ça qui m'est arrivé. Je me suis senti libéré, puis je me suis senti projeté dans le cosmos. J'ai exploré, j'ai voyagé, je suis allé visiter des étoiles dont on n'a jamais entendu parler. Puis si j'ai un souvenir je peux pas dire si ça a duré 10 minutes ou 6 heures. Je sais que je me suis réveillé 6 heures plus tard. Mais ce moment-là, où est-ce que j'étais plus là, si j'ai un souvenir de ça, c'est une belle sérénité. Tellement une belle légèreté. Puis tu sais, je veux dire, pendant une fraction de seconde, quand tu sors, tu penses à ta famille, tu penses aux gens que tu as aimés, tu penses aux gens que tu as haïs. Mais tout ce que tu amènes avec toi, c'est l'amour. La haine, la rancœur, l'incertitude, ça reste avec ton corps, ça. Donc, cet événement-là, tu dis que ça t'a transformé dans le sens que ce voyage-là que tu as vécu, quand tu es revenu, il y a eu une transformation. Sais-tu ce qui m'a ramené? Non, je sais pas. Je te pose la question. C'est parce que, premièrement, le plus grand deuil qu'on a à faire quand on meurt, là, parce qu'on a un deuil à faire en tant que personne qui meurt, là, en tout cas pour moi, c'était le deuil de mon enveloppe corporelle. C'est ça qui me faisait le plus de peine parce que je savais que c'était ma plus belle création. Oh. Je me suis dit, c'est mon corps qui va me manquer le plus. Mais tu sais, ça vient pas en mots, ça vient en émotion. C'est une fraction de seconde. C'est une étincelle. T'es une étincelle. Fait que tout te vient en même temps comme émotion. Cette émotion-là, je l'ai perçue. Puis c'est même pas le souvenir de mes parents, le souvenir des gens que j'aime qui m'a ramené dans mon corps. Dans ce temps-là,
sais, j'ai toujours été un petit gars bien axé sur la liberté physique, émotionnelle, spirituelle et psychologique. Moi, je veux me libérer, je veux transcender, je veux ascensionner, je veux m'émanciper du monde matériel. Moi, la prochaine étape, c'est la cinquième dimension. Puis ce qui m'a ramené, c'est même pas le souvenir des gens que j'aime, c'est ma vendetta. J'ai toujours voulu faire une vendetta. Je m'étais toujours vu un peu comme le Tché, qui allait libérer le peuple. Puis dans ce temps-là, j'étais gelé comme une bine. Fait que, je veux dire, moi, dans ma tête... là, j'ai toujours porté ça en exact. toi. Je voulais contribuer à l'humanité, à faire changer les choses, à faire changer le système, à faire tomber le système politique, économique. Je voulais faire une vendetta civile à l'échelle planétaire. C'était ça mon objectif dans ce temps-là. Okay. Puis quand j'ai pensé à ma vendetta, j'ai fait « Ouais, mais ma vendetta! » Automatiquement, j'ai été raspiré dans mon corps, puis les yeux m'ont popé. C'est la seule chose qui m'a ramené dans mon corps, c'est quand j'ai dit « ma vendetta ». Okay. Ça a été automatique. Spécial, ça. C'est bizarre, hein? Puis je suis pas en train de dire que je suis Che Guevara, je suis pas en train de dire que je suis Jésus, loin de là. Je veux dire, je me vois pas comme un sauveur de l'humanité. Mais j'ai compris, avec le temps, que cette vendetta-là, que je voyais comme plus une guerre civile à l'époque, puis on va bomber les édifices bancaires, puis etc. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est devenu une vendetta sur moi-même. Tu sais, je me suis toujours demandé comment, puis où, puis quand je vais faire ça. Puis j'ai compris que la seule réponse à ça, c'est avec amour, ici, maintenant. On prend une pause. On va continuer à parler de tout ça. C'est fort intéressant. On est de retour en studio et comme vous avez pu constater pour la première demi-heure, j'ai perdu les rênes du studio. Oui. C'est Patrice Cocro qui anime à ma place et je vais subir. En tant que Père Noël, c'est moi qui prends les rênes. Et puis, donc, on est en compagnie de Manon et de PY. Et puis, on parle d'hypersensibilité, de paranormal, d'expériences particulières et uniques qui habitent chacun et chacune des personnes sur cette terre. Exactement. Et avant que tu continues... Oui, que tu voulais dire quoi? Oui, je veux parler aussi, ceux qui ont des questions, vous pouvez le faire par texto au 581-5001-96, 581-5001-96 ou sous le poster des invités d'aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires que vous aimeriez qu'on lise en ondes, ben faites-le moi savoir. Je perds les commandes, mais je vais quand même lire les textos puis les dire. Tu sauras bien les retrouver. Là. C'est ça. Puis White, tu disais avant la pause que tu avais vécu donc une expérience de mort imminente. Tu disais que ce que tu avais vécu, c'était comme voyager, tu voulais repousser les limites et tout ça. Est-ce que quand tu étais plus jeune, plus petit, avais-tu cette impression que tu étais limité sur cette terre, sans mettre de mots nécessairement là-dessus, mais que tu te sentais emprisonné, limité sur la terre, que tu voulais, que tu avais conscience qu'il y avait autre chose, qu'il y avait beaucoup plus, puis que tu t'ennuyais de ça ou tu t'aspirais à ça dès ton plus jeune âge? Oui, mais jamais je me suis senti limité. J'ai toujours été conscient que c'est un passage obligé dans mon évolution, dans le bagage émotif que j'ai besoin d'accumuler pour retourner à ce que je suis. Puis, je veux dire, on peut pas évoluer si on n'accepte pas de passer par Go puis réclamer 200 $. Ouais. On peut pas évoluer si on n'accepte pas d'être où on est puis soi-même au moment présent. Faut que tu partes de quitter maintenant pour pouvoir continuer d'avancer. Si tu te projettes dans des pensées d'ego, parce que l'ego, selon moi, c'est ce que tu penses que tu devrais être et non l'acceptance de ce que tu es. Puis que tu te projettes, OK, puis que tu te refuses à toi-même, tu ne peux pas évoluer. En tout cas, tu retardes ton évolution parce que tu te perçois comme quelqu'un de différent de qui tu es réellement. Puis ça, c'est la pire embûche que tu peux faire à ton évolution. Par rapport en fait, ma question, c'est par rapport à la crise que tu as vécue, puis le désir de mourir. C'était ça, sans rentrer trop dans les détails, mais tu as vécu de toute évidence une épreuve, une crise, un moment où... Je voulais me libérer de mon enveloppe pour retourner à la source. D'où ma question de départ. Si tu avais l'impression que tu te sentais emprisonné ou que tu avais conscience qu'il y avait quelque chose de plus de laquelle tu t'ennuyais ou que tu étais tanné ou qu'il y avait une impatience. Y avait-tu quelque chose de cet ordre-là? Impatience, c'est un grand mot.
J'avais juste envie de revenir à l'omniscience, à l'omniprésence, puis à l'omnipotence. Tu sais, que je sais que je suis déjà et qu'on est tous. Quand je dis je suis, c'est le je suis universel. Le divin. Ça englobe tout le monde. Là, exactement. Ouais. Puis oui, il y a eu un moment où j'ai ressenti, pas une impatience, mais OK, là, j'en ai assez. J'ai assez accumulé d'émotions physiques. Là, il me semble que je suis prêt à aller... Tu avais besoin d'un passage. Oui, mais tu sais, je veux dire, c'est pas nous autres qui décident ça. Là. Nos désirs puis nos besoins, c'est deux choses complètement différentes. Ce qu'on veut puis ce dont on a besoin pour continuer notre évolution au point où on en est, c'est deux choses différentes. Mais à ce moment-là, tu sentais... Parce que, à ce moment-là, je voulais forcer les affaires. C'est ça, exactement. Parce que je pense aux auditeurs. Tu sais, les gens, des fois, qui se sentent en déséquilibre, justement, qui disent « Je suis frustré, je me sens pas bien » ou en tout cas, j'arrive à un moment, c'est un cul-de-sac, j'arrive pas à gérer comme il faut, je sais pas où je m'en vais. Et donc, ces gens-là vont vivre des situations de crise qui vont les amener soit à tenter faire une tentative de suicide ou à se réorienter ou en tout cas à remettre en question leur parcours initial. De là, le laisser aller. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que, tu sais, là, la maudite tentative de contrôle, là, on pense qu'il faudrait qu'on soit rendu là, on pense qu'il faudrait qu'on soit ça. Puis on essaie de contrôler fort. Tu sais, je veux dire, je ramène ça souvent à l'image d'un capitaine de bateau qui est dans une tempête puis qui tient les rênes de sa barre fort, puis qui finit par rentrer dans un récif. Tandis que s'il avait juste lâché le volant, peut-être que le vent l'aurait poussé exactement où il y avait... Parce qu'il ne compose pas avec la nature, il le compte. C'est ça. Exact. Tout à fait, c'est ça. Je reviens à Manon. Oui. On va. Puis tantôt, Carole, je vais te poser des questions. Tantôt, ça va être ton tour. 2 secondes. Oui. Tu te souviens, puis Bruno, notre photographe qui a pris des photos en studio, tu te souviens ce qu'il a fait à la fin avant de partir, quand tu es parti? Non. Il t'a pris dans ses bras. Oui. Parce que lui, il a vécu ça un peu aussi. Ben oui, oui, puis il vient de m'écrire et voilà pourquoi PY est un homme incandescent, une puissante source d'énergie. On te ressent, il t'a ressenti. Moi, je t'ai ressenti depuis le début, depuis que j'étais à la station. Mais lui, là, c'est la première fois qu'il te voyait, puis il t'a ressenti. Il avait ce besoin de se coller à toi parce que tu dégages quelque chose de extrêmement fort, là. C'est un émetteur. Je voulais juste sur que je mettais pour le reste. Non, mais non, t'as pas de... Mais non. Je suis en vacances, moi, aujourd'hui. OK, d'accord. Manon, tu disais que quand tu étais jeune, tu avais cette hypersensibilité-là, puis que tu sentais que, en fait, ton réflexe ou ta façon de répondre à ça, c'était un peu plus de t'isoler, pour pas manifester cette sensibilité-là, puis pour pas te faire rentrer dedans, ou en tout cas pour pas te sentir stigmatisé, puis étiqueté, puis tout ce que tu voudras. Par la suite, comment tu as utilisé ça? Qu'est-ce que tu as fait par la suite? Et qu'est-ce qui s'est manifesté dans ta vie? Ben, disons que quand on parle de mauvaises expériences, ben souvent, ça nous pousse justement à se regarder, s'auto-observer. Puis dire, moi, j'étais un peu comme en retardement, je dirais. C'est toujours par après que je réalise tout ça. Je vais être le genre de personne où ce qui va, une fois acculé au pied du mur, je sais qu'est-ce que je peux faire, là. Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Puis là, on tient les rênes. Tu sais, quand on parle de lâcher prise, là, pour faire un lâcher prise, dans mon cas à moi, ça prend énormément de foi envers la vie. Il faut que je fasse confiance en tabarouette. Oui. Puis j'attends toujours d'être rendu là au pied du mur pour dire, ben là, regarde, je peux plus rien faire, là. Je lâche prise puis je laisse aller. Et c'est souvent là que ça se place. Puis au fil du temps, est-ce que tu as l'impression que d'être mis au pied du mur, c'est arrivé de moins en moins souvent, dans la mesure où tu as appris ces leçons-là, puis tu as appris à composer différemment avec la contrainte? La confiance, elle s'installe tranquillement, pas vite. Et oui, au fil du temps, je me suis dit, bon, ben, à cette heure, il n'y a rien qui arrive pour rien. Mm-hmm. Si cette situation-là est arrivée, c'est parce qu'il y a autre chose. Moi, je vois ça comme un film. Oui. Tu écoutes un film dramatique ou un beau film d'amour, il arrive toujours quelque chose en plein milieu du film là, qui vient te chercher. Si je pèse sur pause parce que, bon, une personne est décédée dans le film, puis les larmes me coulent, je prends un Kleenex. Si je le laisse là, puis je fais rien que pleurer, je connaîtrais pas la fin du film. Faut que je pèse sur play. Oui. Pour moi, la vie, c'est comme ça. C'est un film. Mm-hmm. Et au moment où il arrive des épreuves, ben, c'est de regarder ce qui se passe là, prendre mes émotions, dire, bon, ben, OK, je vis ça. À cette heure, je laisse aller. Il y a quelque chose qui va suivre. C'est impensable qu'il n'y ait rien d'autre qui suive.
D'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de faire le parallèle entre la vie puis un film, parce que pour moi, on est les auteurs, les acteurs, les scénarisateurs, puis de nos propres vies aussi. Donc, on peut justement créer, puis projeter, puis manifester des différents scénarios qu'on va expérimenter, parce que pour moi, la vie, c'est un laboratoire. On est des laboratoires sur deux pattes, puis on a toutes les occasions à chaque jour au quotidien de vivre dans le film de notre propre vie. On parle de l'émission, évidemment, le titre, c'est Zone parallèle. P. White, tu nous as raconté ce que tu as vécu. À quel âge tu l'as vécu, ton EMI? En 2008. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, donc on fait moins 11. Donc, tu avais quand même dépassé l'adolescence. Exactement, là, exactement. Ouais. OK. Zone parallèle, pour moi, c'est aussi je parlais de la norme tout à l'heure, donc ce qui sort de la norme, sans que ce soit nécessairement de l'ordre du fantôme ou de l'ovni, mais si c'est le cas, tant mieux. Manon, toi, as-tu vécu des choses qui sortent carrément de la norme, puis avec lesquelles tu as peut-être eu de la misère à non seulement à composer, mais à partager à ton entourage? Honnêtement, non. J'ai pas vécu d'expérience aussi des EMI ou quoi que ce soit. Par contre, en dedans de moi, je sais que tout ça existe. Je sais pas comment l'expliquer. C'est quelqu'un va me parler de quelque chose, puis je le sais. Oui. Je le sais que ça existe. Je le sais que oui, chacun va vivre ça différemment. Mm-hmm. Comme tu disais tantôt, puis une personne a une vision X de sortie du corps, vont avoir un tunnel, d'autres vont... oui, on le crée. On est tous des créateurs puisqu'on vient justement tout de la source. Et c'est ce qui fait qu'on va... On le sait déjà que c'est là. Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu as toujours été lié à ton intuition. Ton intuition a toujours été très présente. Oui. C'est ça. Toi aussi, j'imagine. Ouais, je marche juste à ça. L'intuition, les antennes. Je marche juste à ça. C'est ça. Tout le temps. Parce qu'on vit dans un monde... J'aime beaucoup le terme rationnel. Qui dit rationnel dit ration. C'est-à-dire une petite portion limitée de l'existence. On nous apprend à travers l'école, l'éducation et tout ça, on est conditionné à lire la réalité sur un mode rationnel, limité, cérébral, beaucoup plus... par mode de survie pour répondre à la norme, aussi à répondre de façon plus extérieure ou mécanique ou formatée ou fabriquée. Mais le mode intuitif, on n'en parle pas nécessairement. Moi, j'ai commencé à accompagner des gens en soins palliatifs, mais vraiment, c'est tout récent. Mais le rapport à la mort, mettons juste la mort physique, on n'en parle même pas dans les écoles. C'est complètement banni, ça n'existe plus, c'est complètement évacué. Alors que ça fait partie de la réalité de la vie. Donc, comment se fait-il qu'on n'en parle pas, que ce soit tabou à ce sujet-là? Tout comme l'anxiété, tu sais, j'en parle quand même beaucoup à travers les conférences et tout ça. Puis, ça demeure un sujet tabou, ça demeure un sujet où est-ce que les gens osent pas parce qu'ils ont peur d'être étiquetés, puis on vit dans un monde de performance, d'images, de résultats et tout ça. Mais je fais, mais voyons donc, on passe à côté d'occasions de partage puis de rencontres avec des gens où leur zone de vulnérabilité ou leur crainte, parce que c'est un terreau, c'est riche ça aussi par rapport à là où on se sent des fois vulnérable, c'est comme une terre noire là, qui c'est pas nécessairement des gros blocs puis des troncs, c'est un aspect plus plus souple de la vie. Moi, je trouve ça fascinant et intéressant, mais on nous apprend à être performant, puis la performance en politique, en économie, dans tout, je fais, OK, c'est bien beau être performant, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects de la vie qui sont à privilégier? On vit dans une société où on n'a pas besoin de penseurs, on a besoin de travailleurs, puis de faiseurs, puis tout l'accent est mis là-dessus. Je veux dire, le système d'aujourd'hui, en tout cas, le système occidental, capitalisme, rentabilisme qu'on connaît ici, est mis et axé sur le fait qu'on essaie de nous convaincre ad nauseam que le pouvoir extraordinaire, illimité, qui dort en nous n'est pas réel. Oui, ça, oui. On essaie de nous faire oublier qu'on est divin, qu'on est des êtres illimités, au potentiel exponentiel. On essaie de nous faire croire qu'on est juste des humains faibles, mauvais, pécheurs, monstrueux, méchants, puis qu'on est juste bon à être un engrenage d'une roue qui est surdimensionnée, puis qui va juste servir un système capitaliste pour engraisser les poches de quelques familles. Et le pouvoir, tout ce qu'on nous apprend aussi, c'est que le pouvoir est justement hors de nous.
Le pouvoir est hors de nous, exact. extérieur. Remettez-vous-en au gouvernement, remettez-vous-en à vos religions, remettez-vous-en à vos dieux. Je veux dire, peuple à genoux, attends ta délivrance. Fais rien d'autre qu'être à genoux. Au cours de la bourse. Saigner, créer. Est-ce que ton action monte ou... Attends, tu vas être heureux quand tu vas être mort. Je veux dire, non, ça, c'est terrible, ça. Par rapport à la retraite, là, je veux dire, je vais accumuler, puis plus tard. Mais on veut beaucoup sur un monde basé ou axé sur le temps. On anticipe le futur. En tout cas, beaucoup de gens vont anticiper le futur ou regretter le passé. Je veux dire, mais l'instant présent, justement, la voie du centre, la voie de l'équilibre, je veux dire, on n'en parle pas de ça. Je sais pas, comment se fait-il? Mais on est tellement conditionné de dire, oui, mais as-tu pensé? Moi, combien de fois, oui, mais as-tu pensé à ça? Mais oui, mais c'est à coup que, ouais, wow, un instant, là, on respire pas pendant ce temps-là, tu sais. Non, ben de l'anxiété. As-tu pensé à ça? As-tu pensé à ça? Oui, c'est relax, on nous emmène tout le temps l'idée. On nous emmène tout le temps l'idée extérieure à soi, à plus tard. Tout le temps, le plus tard. Exactement. Et on se promène tout le temps, soit dans le passé ou dans le futur, oui. parce qu'on s'en va dans le futur, puis là, les peurs s'installent, puis là, on se dit, j'ai déjà fait ça, puis je me suis planté, puis là, t'oses pas. Mais au moment où t'es là. Tu sais, on parle de l'avoir puis du faire. Faut faire pour avoir, puis on a tellement d'avoir qu'il faut continuer à faire parce qu'il faut payer. C'est tout le temps, c'est toute la société du crédit qui est basée là-dessus. C'est ça. Tu sais, acheter maintenant, payer plus tard. On n'est plus dans l'être. Non, on est dans l'avoir et dans le faire. Dans l'avoir, exactement. C'est ça. On n'est pas centré sur l'instant présent. C'est pas ça qu'on nous apprend à l'école non plus. On nous apprend à être performant. Et il y a une quête frénétique de sécurité plutôt que de liberté. Il y a une grande différence entre la sécurité et la liberté. Savez-vous qu'il y a des études qui ont été faites en plus sur le niveau de sécrétion d'endorphine et de sérotonine du cerveau. Ils ont demandé à des gens de penser à des choses passées, d'être dans le ressentiment. Et puis après ça, ils ont demandé à des gens de penser au futur, d'être dans l'anxiété. Et puis ils ont demandé à des gens de juste être dans le moment présent, juste en faisant n'importe quoi, pendant que tu passes la guenille chez vous, pendant que tu fais ta vaisselle, juste de penser à ici, maintenant. Là. Et puis c'est prouvé scientifiquement que les hormones de bonheur sont sécrétées exponentiellement plus quand quelqu'un demeure dans le moment présent. T'es jamais plus heureux qu'ici, maintenant. Même si tu penses à un moment joyeux que tu as vécu là, la semaine passée, là, tu ne sécréteras jamais autant d'endorphines et de sérotonine. Et c'est ce que nous enseignent les enfants, les animaux aussi. Il y a une innocence. On dit innocence, pas dans le sens de niaiseux, mais une innocence, une pureté de qualité de présence. Et regarde, les animaux, les jeunes enfants, ils sont motivés par le désir d'explorer, de voyager, mais on est tellement axé et conditionné sur l'anticipation d'une catastrophe, surtout à l'ère où on nous parle que de terrorisme. Moi, j'en ai un petit peu plein le pompon de tout ça. J'ai quand même voyagé pas mal. J'ai un copain qui est agent de bord. Je suis allé en France là encore récemment. On parle des gilets jaunes comme si tout le monde était barricadé. C'est faux. C'est complètement faux. Je vous le dis, c'est faux. Oui, il y a des manifestations, mais c'est pas vrai que c'est le chaos. C'est pas vrai. Fait qu'on amplifie des situations comme celle-là et on nous dit que tout est potentiellement dangereux. Ça fait que ça implique quoi? Tu sors plus de chez vous, tu restes barricadé, tu dis à coup qu'il arrive quelque chose. Mais ça, il peut arriver, tu peux te faire écraser au coin de la rue. Ça fait on peut-tu vivre, justement, puis se donner un espace, puis une liberté, puis une latitude? Carole Lauzé, check-toi. Je m'en viens à toi, là. Oui, mais j'ai reçu... qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un message de Jean-François qui me rappelle l'histoire qu'il a vécue, comparé avec l'histoire de PY, parce que lui aussi il a vécu vraiment beaucoup d'harcèlement quand il était jeune, parce qu'il était différent des autres. Mais il a vécu aussi un EMI, et lui, ce qu'il a vu, là, c'est que quand il a fait un overdose, il a pris une quantité, je ne me souviens pas la sorte de drogue qu'il a pris, mais c'était 10 fois ou 20 fois plus qu'il est censé être. Il a vraiment fait un overdose, et donc il a fait une expérience de mort imminente. Et quand que le docteur sont venus à bout de le réveiller, ils ont dit, un éléphant n'aurait même pas succombé à ça. Il n'aurait pas survécu. Il n'aurait pas supporté ça. C'est ça. Il aurait succombé plutôt. C'est ça. Pas ne pas, mais c'est ça. Mais en fait, et là, il s'est mis à expliquer ce qu'il a vu. Le docteur cherchait sa montre, où ce qu'il l'avait mis, mais Jean-François, lui, il est dans le coma, il est couché sur sa table, les yeux fermés. Il a vu le docteur prendre sa montre, l'enlever, le mettre derrière le robinet ou le lavabo pour se laver les mains. Mais après, il cherchait sa montre partout. Puis il a vu que le docteur l'avait pas repris, puis qu'il cherchait sa montre partout. Puis en se réveillant, vous n'avez pas trouvé votre montre, hein?
Ben, ils étaient là, en arrière du lavabo. Comment ça, tu sais ça? Ben, parce que je vous ai vu. Mais comment je vous ai vu? Ben, j'étais en haut de mon corps et je vous ai vu. Ouais. Je vous ai vu en train de manipuler. Puis qu'est-ce que vous avez fait? J'entendais tout. Puis il y a des choses qui se sont dites hors mur. C'est la plupart des gens qui vivent des EMI aussi le disent, ça. Ils voyagent ailleurs. C'est intéressant, justement, la lecture multidimensionnelle de la réalité, puisqu'on est, encore là, je reviens au conditionnement. Normalement, ce que tu racontes, il y a beaucoup de gens qui vont dire ça se peut pas, ça n'existait pas. Ben voyons donc. Mais il y a combien de personnes qui ont vécu des choses qui sortent de la norme puis qui élargissent le champ d'expérimentation de la réalité. Mais ça, c'est formidable. Justement, tu parlais de potentiel. On est doté d'un potentiel beaucoup plus grand que ce qu'on nous enseigne. Mais mon Dieu, si on avait le temps, l'occasion et les capacités, les circonstances pour le cultiver, ce serait extraordinaire. Le monde changerait, se transformerait. Il y aurait justement une qualité de présence beaucoup plus grande. Il y aurait des échanges, une créativité beaucoup plus grande. Il y aurait beaucoup moins d'antidépresseurs. En tout cas, je suis sûr qu'il y aurait une transformation effective là, qui se ferait. Je veux dire, c'est intéressant de se consacrer à l'infini univers qui nous habite. Puis, donc... Oui, il vient de me dire, Jean-François, 7 palettes de buvard. C'est énorme. Oh mon Dieu. C'est vraiment énorme. C'est beaucoup. Ouais. Mais c'est ça. On vit au royaume de la pensée. Oui, tout à fait. Mais on est éduqués comme ça. Depuis qu'on est petit, on se fait dire quoi? Et de génération en génération, ça se transmet. Ça se trimballe. Carole Lauzé, que je connais depuis fort longtemps. Hein? Où? Ben oui. Ben oui. Depuis toute petite, tu as toujours eu cette sensibilité-là particulière et cette curiosité vis-à-vis, on va dire, le paranormal ou le monde parallèle. Tu as toujours eu ça. C'est pas arrivé... Est-ce que c'est arrivé plus tard à l'adolescence ou tu avais ça dès l'enfance? Ben, j'ai grandi comme ça parce que je savais pas, premièrement, pour moi, c'était normal. Cette vie-là, c'était normal. Parce que moi, à 4 ans, mon frère m'a trouvé dans le bain. J'étais... inerte, vraiment. Okay. J'avais l'écume qui sortait et j'étais vraiment morte dans le bain, noyée. Mon père m'a sorti puis a réussi à me réanimer. Puis ça, je le dis souvent, ma mère m'a donné la vie et mon père me l'a redonné. Wow. C'est carrément ça. Puis j'ai des scènes que je ne me souviens pas tout. Je me souviens pas avoir vu la lumière, le tunnel, etc. Oui. Mais il y a des choses que j'ai vues après ça, par exemple. Tout s'est fait après ça. Parce que c'est comme si je vivais entre les deux mondes à un moment donné. J'étais souvent dans la lune. Au primaire, je me suis fait réprimander souvent pour ça. Une chance que les profs n'avaient pas de règles parce que j'aurais plus d'ongles ces doigts aujourd'hui. Remarque, parce que j'étais tout le temps partie. J'étais dans ma bulle, j'étais dans la lune. Oui. Puis j'avais du côté artistique développé aussi. J'avais besoin de l'art. Comme PY, j'avais besoin de la nature. J'aimais ça être dehors. Et aujourd'hui, je me regarde aller là avec Manon. On prend souvent des marches sur le bord de l'eau. Les pieds dans le chenal, à de l'autre bout, pendant que la marée est basse. On va la chercher jusqu'à de l'autre bout. Tout ce qui nous reste, c'est de nager la moitié du chemin pour se ramasser dans le coin de Port-Neuf. T'entendais bien avec ma mère en tabarouette, toi, Carole. C'est fou, là. Mais moi, je suis comme ça depuis... J'ai toujours été comme ça. Mais là, aujourd'hui, plus je vieillis, plus j'ai ce besoin-là de connexion avec la nature ou de me promener dans le bois. Pour connaître un peu ta famille, Carole, vous avez quand même cette sensibilité-là particulière, j'appellerais ça une ouverture, une curiosité innée pour tout ce qui touche la nature, mais les multiples mondes de la nature, les multiples possibilités. Vous avez toujours eu ça chez vous. Bien, je ne sais pas si c'est le fait que je suis née d'une famille avec descendance amérindienne. Okay, oui. Mon père avec ma grand-mère, en fait. Mon arrière-grand-mère, la grand-mère de mon père était amérindienne, puis c'est de type Huron. Puis du côté de ma mère, c'est Abénakis. Donc, ou Abénaki, c'est selon. Mais je ne sais pas, il y a des médiums de tout bord, de côté chez nous. La médiumnité, les gens qui avaient des cours en sciences cosmiques, puis tout ça. Puis j'ai comme grandi en écoutant mes tantes parler de ça, puis ouf! Des fois, là, je passais pour la bizarre, là, parce que je m'intéressais à ça, je croyais aux ovnis, je voyais des trucs que les autres voyaient pas. Et je te jure, à l'âge de 10 ans, tu sais, les petits téléphones Fisher Price, j'étais dans ma chambre, le soir, je me couchais, puis je parlais au téléphone. Ma mère en rentre. Tu parlais au téléphone avec l'au-delà? Ouais. Carrément. Oui. Carrément. Oui. Ma mère rentre, elle dit, à qui tu parles même? Je suis au téléphone avec grand-maman. Ah oui. Je parlais avec ma grand-mère. Je l'entendais parler. Puis dans ma tête, je me servais de cet outil-là, le téléphone, pour y parler. Mais en fin de compte, je l'entendais pas pantoute dans le téléphone de plastique, là. Mais c'était en dedans. La communication se faisait. Puis
Pour moi, c'était normal que ça soit comme ça. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, puis je pense que ça s'applique à bien des gens. Tu sais, quand des gens ont toujours une capacité de rire puis de jouer, parce que tu viens de parler de téléphone Fisher-Price, des gens qui ont une sensibilité puis qui sont prêts à échanger avec l'autre ou à partir à la rencontre de l'autre, mais ils ont une capacité de jouer, puis d'aimer la vie, puis d'aimer la légèreté, la lumière. Donc, parce que lumière, c'est lightness, tu sais. Puis qui ont toujours ça en eux, cette curiosité, cette légèreté-là puis ce désir de découvrir. Ça, il me semble que c'est une qualité propre aux gens qui ont ben, c'est ça qui est écrit sur ton bras, Child of Light, enfant de la lumière. Donc, c'est vraiment intéressant, cette chose-là. Tu parlais des peuples amérindiens ou autochtones. Eux autres, dans le peu que je connais, mais quand même, ils sont tellement reliés à la Terre. C'est le principe, ce que j'appelle la verticalité, les racines, les étoiles, et une vision plus circulaire de l'existence, alors que quand les Européens sont arrivés ici, les empires coloniaux européens, c'est beaucoup plus carré, cubique. C'était une autre vision de la vie, plus cérébrale, justement, mais alors que les Amérindiens, et pas juste en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, également en Afrique. Ils ont été dénaturés littéralement par les conquêtes impériales des pays d'Europe. Mais c'est épouvantable avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Ils sont dénaturés. Il y a des conséquences absolument épouvantables. C'est des sociétés qui ont été grandement affectées. Je trouve ça terrible. Puis tantôt, tu parlais aussi que, tu sais, aujourd'hui, on éduque nos enfants d'une façon grandie. Bon, moi, mes enfants, je les ai éduqués dans ça. Je dis pas, j'ai pas inculqué de fais ta prière à quatre pattes, là, à genoux, ou peu importe, là, sur le bord de ton lit le matin. Comme moi, je me suis fait dire, à genoux, fais ta prière quand j'étais jeune, là. Je voyais ma mère faire sa prière avant de se coucher. Puis c'est même, ça marche, faut-tu vraiment faire ça, se mettre à genoux? Moi, je le faisais pas. J'avais pas ce besoin-là. J'ai pas non plus le besoin d'aller à l'église. Je voulais plus y aller. Parce que dans le fond, c'était pas ça pour moi. Il y avait un petit quelque chose qui me dit non, ça s'accrochait à quelque part. Puis mes enfants, ma fille est juste ici, justement, à côté de moi. Puis je me dis, crime, j'ai pas jamais poussé avec autre chose que de vivre le moment présent ou l'inexpliqué, tout ce qui est inexpliqué. Puis mes deux enfants sont comme ça. Ils voient ou ressentent des affaires, ils vivent des affaires. C'est comme génétiquement, on dirait, pour moi, il y a une mémoire là, qui fait que c'est d'une génération en génération. On dirait qu'on s'est transmis quelque chose. C'est ça, ce que tu as cherché à transmettre, c'est d'être que tes enfants puis ton entourage soient fidèles à eux-mêmes, en accord. Moi, j'aime beaucoup le parallèle avec le monde musical. Pour moi, la nature de l'essence ou de la vie, c'est la musique. Puis à chaque fois qu'il y a des problèmes d'anxiété, du contrôle, on parlait de lâcher prise, mais que c'est la dissonance, de la distorsion ou de l'interférence. Pour moi, il y a beaucoup d'interférences sur cette planète. Fait que le fait d'être fidèle à sa musique, sa propre musique, puis de favoriser la musique, puis la nature musicale de la vie, mais ça permet de s'apaiser, d'être en accord. Tous les termes liés à la musique, d'être en accord, d'avoir une portée, d'avoir la clé, tu sais, tous les termes musicaux. Je trouve que de revenir à sa propre musique fait en sorte que tu peux commencer à faire du ménage aussi par rapport à ce qui est dissonant ou ce qui n'est pas en accord avec ta nature profonde, puis ta mission de vie, si tu veux, tu sais, ou ton élan initial. Tu sais. Je sais pas, tu sais, il est arrivé un truc quand j'étais enceinte de Jenny, justement. Dans mon ventre, je me flattais, puis je me disais, crime, il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans moi, puis je sens que cet enfant-là va être comme Jésus. C'est drôle, hein? J'ai osé parler, je disais ça, je sais pas, comme si je savais que cette personne-là allait avoir des capacités telles Jésus de guérir les gens ou de faire de faire circuler l'énergie. Ben, c'est ça. Il y a quelque chose qui va se passer parce que je me disais, cet enfant-là ne sera pas normal. Je ne dis pas qu'il n'est pas normal. Mais hors norme. Non, c'est ça. Ouais. Mais il y a quelque chose, je le savais. Et en disant le nom de Jésus, j'ai fait comme, ouf. J'ai senti comme quelque chose me traverser le corps. Oui. Et j'ai eu l'impression que le ventre me gonflait d'une shot et que j'éliminais, je suis sûre, je brillais dans le noir, c'est clair, là. Il y a de quoi qui s'est passé. Comme la joie, c'était de la joie que tu ressentais. Et j'en ai pleuré. Oui. Et j'étais même pas capable de le contrôler, ça. J'ai pas eu ça souvent, cette sensation-là. Je l'ai eu à ce moment-là. Je l'ai eu avec Manon aussi, pendant qu'on on discutait au comptoir chez nous. Puis, tu sais, c'est pas quelque chose
de commun ou de régulier à tous les jours? Ma mère a eu à peu près le même genre d'expérience que toi. Quand elle était enceinte de moi, elle m'a raconté qu'elle a eu souvent la visite de 3 petites boules de lumière qui venaient voltiger au-dessus de son ventre, comme s'il essayait de gager qui allait devenir mon âme, dans le fond. Pendant qu'elle était enceinte de moi, souvent, 3 petites boules qui tournoyaient autour du ventre, et qui disparaissaient. Puis à un moment donné, il doit en avoir une qui a pris le contrôle du petit fœtus. Puis ça m'a donné moi, là, mais ma mère m'a souvent raconté ça. Tout au long de sa grossesse. Jusqu'à un certain point, là, je veux dire... Êtes-vous plusieurs enfants dans ta famille? Oui, j'ai un frère puis j'ai une sœur aussi. OK. Ouais. Puis tu sais, tantôt tu parlais... je me rappelle plus trop de quoi, mais ça m'a fait penser... Tu sais, il y a le concept de séparation aussi. Mm-hmm. Il y a... la polarité. C'est parce qu'il y a le système d'aujourd'hui nous fait oublier qu'on est, vivant, existant dans un univers matériel, tridimensionnel, mais on oublie qu'on existe sur bien des niveaux vibratoires, puis bien des dimensions également. On a un corps éthérique, on a un corps émotionnel, on a un corps spirituel, on a un corps mental. Exact. On a plusieurs corps, donc on peut vivre simultanément sur 6, 12, 20 dimensions différentes. Et puis la réalité qu'on vit ici, c'est pas la seule, mais il y a un voile qui s'est posé devant les yeux de l'humanité en étant une illusion de séparation, justement. Et puis c'est cette division-là qui fait qu'aujourd'hui, on a oublié notre essence. Et puis qui fait qu'on vit tant de conflits aussi, parce qu'aujourd'hui, tout est en train de devenir division. Les hommes contre les femmes, les LGBT, les straight, exact. La division, là... Et d'ailleurs, le mot division le dit, c'est 2 visions. Fait je dis toujours en conférence, je m'amuse, je dis... Regardez face à vous, vous allez voir en 3 dimensions, en profondeur. Fermez un des 2 yeux, une des 2 visions, vous allez voir en 2 dimensions, comme si vous regardiez un tableau. Fait que le corps le dit, le manifeste. Je sens que Carole me dit qu'il faut que nous allions à la pause. Je vais vous laisser sur le mot division, puis tout ça, on va revenir après la pause avec aussi des belles nouvelles au niveau de la météo. Vous allez être donc contents. On est de retour à l'émission avec Patrice Cocro qui anime à ma place. Oui, bonjour tout le monde. Vacances. Carole Lauzé m'a demandé de faire la co-animation. Pour ceux qui savent pas ou qui me replacent pas, j'étais Louise dans Le Cœur et ses raisons, entre autres, mais j'ai pas fait que ça, j'en ai fait beaucoup d'autres. Oh, oui. On est souvent étiqueté à une affaire. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je lance une actualité de même. Ah, tiens, la météo, ça, c'est formidable. Oui. Je serai pas là, je veux juste dire que cet été, il y a un film qui sort dans lequel j'ai joué avec Louis-José Hood, qui s'appelle Menteur, qui va sortir sur tous les écrans au Québec. Il y a Antoine Bertrand, Anne-Élisabeth Bossé, il y a bien du monde, mais c'est ça. Fait que là, la météo... je vais la faire. T'es-tu sérieuse? Ouais. T'es sérieuse? Je m'ennuie du micro. D'accord, vas-y. Faut bien qu'elle parle un peu. Vas-y, Carole. Alors, présentement, il fait un peu 9 degrés en ce moment. Mais il annonce 15 degrés cet après-midi. Mais c'est censé aller jusqu'à 17 en principe, en tout cas dans mon coin. Demain, beau soleil aussi, mur à mur, 17 degrés. Et mettons que la semaine va être assez impressionnante jusqu'à jeudi. On a des bonnes journées, même allant jusqu'à 21 degrés lundi qui s'en vient. C'est formidable. J'ai entendu dire, avant d'arriver à la station, Carole, que le point le plus chaud au Québec, en tout cas il y a une couple d'heures, c'était à Deschambault. Peux-tu croire plus qu'à Montréal? C'est mon coin. Parce qu'on est en face, Lobinière est en face. Oui, exactement. Et c'est vrai, puis on a à peu près 2 à 4 degrés de plus chaud que la Rive-Nord. Des fois, il fait plus chaud à Sainte-Croix qu'il va faire chaud à Québec, mais on est entre deux. Puis si je vais dépasser vers les terres en s'en allant vers la Beauce, des fois... C'est comme un microclimat. C'est une région très spéciale de Sainte-Croix-de-Binière, parce que pour y avoir vécu adolescent, Est-ce que la météo est finie, là? OK. Pour avoir vécu adolescent de 1976, bon, il y a beaucoup qui n'étaient pas nés, là. 76 à 80, j'étais adolescent et donc à Sainte-Croix-le-Binière, j'ai vécu là, puis c'était... j'ai toujours ressenti cette
ce coin-là, Lotbinière, tout ça, comme Saint-Édouard, Sainte-Croix, Saint-Antoine, Lotbinière, comme une zone très particulière. D'ailleurs, je vais vous partager quelque chose que j'ai vu avec mon père à l'époque. Je revenais de Québec, j'ai étudié à Québec, et sur la route entre Laurier-Station et Sainte-Croix, il faisait très, très beau, c'est une journée ensoleillée, et tout à coup, on lève les yeux, puis on voit, j'ai vu un tube dans le ciel. J'ai dit, voyons, c'est quoi ça? C'est pas un avion, c'est pas un hélicoptère. Ça faisait comme du surplace. Ça bougeait pas. Ça brillait, ça reluisait au soleil. Mais j'ai dit, voyons, j'ai jamais vu une affaire de même. J'ai pas de point de comparaison. Et mon père, arrivé à la maison, a appelé à l'aéroport de Québec pour avoir des renseignements. Est-ce qu'il y a quelque chose, un objet quelconque qu'on connaît pas, qui survole le ciel de Québec? Puis il n'y a eu aucune réponse. Il y avait ce qu'on appelle, en fait, le cigare. Oui, un tube ou un cigare. C'est ça. Ça, c'est en quelle année? En 1977-78. C'était vraiment fixe dans le ciel. On a pu l'observer quand même un bon 3-4 minutes, là. Et l'autre chose que j'ai vue une fois dans ma vie, j'étais avec mon copain à Shanghai, Shanghai qui est une ville immense là, avec bien des couleurs. Puis la Chine, c'est très très impressionnant maintenant. On était sur un bateau sur la rivière, là, en face de Pudong, qui est le quartier des affaires de Shanghai. Et tout à coup, je lève les yeux instinctivement au ciel et je vois 3 triangles, rouge, bleu, jaune, ou je sais pas quelle couleur, sur place, pas de son. Rien. Puis, mon copain aussi a regardé au ciel. Puis, on se demandait, on dit, mais c'est quoi ça? Puis, personne d'autre semblait remarquer ça. Donc, c'est les 2 événements où j'ai vu des choses qui sortent de l'ordinaire. On va appeler ça OVNI, dans le sens objet volant non identifié. Et j'ai jamais su ce que c'était. Mais dans les 2 cas, ça faisait du surplace. Y avait-tu du son au niveau des 3 triangles? Aucun son. Ça faisait du surplace. Ça ne bougeait pas. C'est étrange, hein? Et même chose à Sainte-Croix, ça faisait du surplace. Donc, il n'y avait pas de traînée, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas quoi que ce soit. Alors, ça, c'est les 2 événements dont je me souviens qui sortent de l'ordinaire. Toi, Manon, tu disais que t'as rien vu de particulier dans ta vie? Ça, j'ai vécu au côté OVNI. Oui. J'ai vécu quelque chose d'assez spécial avec Carole, justement. On était partis faire une soirée pas d'observation d'OVNI comme tel. Non, on était plus au niveau des aurores boréales. Cette fois-là, on cherchait à voir les aurores boréales et on s'était installé dans un champ où ce soit le plus sombre possible, mais on avait le fleuve face à nous. Oui. Et à un moment donné, on n'en voyait pas, puis on a décidé de partir. Il était passé 1 heure, à peu près, Carole, minuit et demi, 1 heure, dans ces coins-là. Oui, mais la première fois vers 10 heures, puis Alex avait vu quelque chose dans le ciel. Oui, ça, c'est avant qu'on ait voir les aurores boréales à cet endroit-là. Alex avait vu comme une espèce de boule verte. Il s'en allait à Laurier-Station. Exact. Puis il a comme croisé la boule verte qui s'en venait comme vers Sainte-Croix, autrement dit. Il nous a dit ça de même tout bonnement. On prenait un café, puis nous, on s'apprêtait justement à aller voir les aurores boréales après que Alex nous a parlé de ça. Oui. Fait qu'il était à peu près dans ces coins-là, minuit et demi, 1 heure. On était tannés d'attendre, on voyait rien. On n'a pas aucun aurore boréale. On était déçus au plus total. Fait qu'on décide de partir finalement. On dit on va aller voir ailleurs. On va aller voir d'autres choses. Peut-être faire un autre genre d'exploration. Mm-hmm. Et à un moment donné, je dis à Carole, c'est moi qui conduisais. Avec mon appareil photo, mes jumelles, moi, c'était en arrière sur le siège arrière. Oui. Carole était assise à côté de moi. Là, je dis à Carole, je dis, tabarouette, check ça. On dirait que le feu est pogné dans le bois, mais vraiment un feu de forêt, là. C'était gros. Donc, c'était orangé, la couleur était orangée. Okay. Orange foncé, là. OK. Et plus de 20-25 pieds de diamètre au moins. Là. Ah oui, certain. Puis, c'était gros, là. Fait que je scream, le feu est pogné dans le bois. Puis Carole, elle dit, arrête. Fait que là, je me suis tassée sur le côté de la route. Mm-hmm. Elle a pris ses jumelles. Puis elle a dit, regarde ça. Elle voulait prendre son appareil photo pour prendre des photos. Oui. Moi, le mien, je m'apprêtais. Quand t'es pas là, hein. Okay. C'est parce que au moment où ça arrive, ça se fait tellement vite que t'as pas le temps d'être là, de dire, prendre mon appareil en arrière, peu importe. En même temps, les jumelles, je regarde ça, c'est pas du feu, c'était comme une espèce de brume, une fumée orangée. C'était comme, c'était lumineux parce qu'écoute, ça avait l'air d'un feu de loin. On était à peu près 500 pieds, Carole, de l'endroit? À peu près, au moment où on a vu ça. À peu près ça, 500 pieds. À peu près.
Et moi, ce que j'ai vu, elle dit, je vais prendre mon appareil photo. Moi, j'ai pris les jumelles pour voir de plus proche. Oui. Et ce que j'ai vu, Carole n'a pas eu le temps de prendre aucune photo. Le temps d'ouvrir l'appareil, puis tout ça, ça s'est fait vite. Et moi, j'ai vu comme la fumée rentrer dans le sol, comme un aspirateur, là. OK. Ça l'a vraiment... Puis plus rien. OK. Ça, c'était la première chose que je vivais vraiment d'aussi intense. Et ça m'a marqué. On est retourné durant l'hiver. On a dit, on va aller faire notre petite tournée parce que l'été, c'est quasiment pas accessible à cause des champs et l'environnement où ce que ça s'était produit. On est retourné l'hiver au mois de février, les environs. Mais moi, on est retourné aussi en octobre, genre quelques semaines après. Moi, je travaillais, j'étais pas allée cette fois-là. C'est ça. Mais on est retourné, mais on a vu quelque chose d'étrange là, parce que c'est un champ de blé d'Inde, de maïs, en fait, qu'il y a là. Oui. Et il y a la place où est-ce qu'on a vu le truc, parce que moi, je dis truc parce qu'avec mes jumelles dans mes mains, je voulais m'assurer que c'était pas le feu. Moi, j'ai vu quelque chose en forme d'œuf descendre tranquillement. C'est pour ça que j'ai dit, mais non, check vite, puis j'ai transféré les longues vues, les jumelles, puis j'ai dit, il faut que je filme ça. Pouf, en faisant ça, là, comme je viens pour ouvrir mon appareil, pouf, tout s'arrête. Tout s'est éteint comme s'il n'y avait jamais rien eu. Mais j'ai pas eu le temps de filmer. Ça a disparu avant que je voulais m'assurer avec les longues vues, mais j'ai réellement vu quelque chose en forme d'œuf qui descendait lentement. Puis comme qu'a dit, le brouillard, c'est pas de la fumée du tout, là. Par rapport à la région, à Sainte-Croix, où est-ce que vous vivez, puis la région de Lotbinière, ou à d'autres régions, parce que vous en avez entendu parler, disons, j'imagine pour les gens qui nous écoutent que vous en avez parlé à suffisamment de gens pour que d'autres personnes vous confirment qu'eux-mêmes ont été témoins de trucs qui sortent de l'ordinaire. Exact. Puis pas juste Sainte-Croix, en face, ou même à Sainte-Croix, Saint-Antoine, Saint-Édouard, Laurier-Station, moins un peu, mais puis même en allant jusqu'aux terres, vers le mont à Saint-Sylvestre, dans le mont Sainte-Marguerite, où il y a le mont Adar, il y a plusieurs observations dans ces coins-là aussi. C'est comme si ça a un suivi, ça traverse de l'autre côté du fleuve. Port-Neuf, Saint-Raymond, beaucoup d'observations, Donnacona, au quai des Écureuils. On a fait une petite découverte il y a quelques années, en 1963, d'un objet qui était en forme d'une demi-lune, qui était complètement déposé au sol, mais avec des tonnes et des tonnes. C'est impossible. Je pense qu'on a fait comme 3000 tonnes. La glace, là, les glaciers, il n'y en a pas de ça au printemps. Là. Mais tu veux dire que c'est un objet qu'on avait tenté de soulever, mais qui était trop lourd? Exactement. Puis c'est l'armée qui est venue le chercher parce on se demandait tout qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui a pu atterrir dans ce coin-là. Puis ça, c'est en face de Sainte-Croix. C'est pour ça que Manon et moi, on fait souvent des soirées d'observation dans le secteur. Puis on a plusieurs observations à date qu'on a filmées, qu'on a pris des photos. Puis c'est souvent au-dessus du fleuve ou entre deux, ou des fois on est ici puis on voit de l'autre côté vers Neuville, Donnacona, Portneuf-Ville, la ville de Portneuf, et même plus loin dans les terres. Puis là, tu te dis, crème, c'est pas normal. Là. Je ne suis pas un expert en ufologie, mais est-ce que l'élément naturel, l'eau, est associé au phénomène OVNI? C'est près d'un cours d'eau, tout ça, est-ce que c'est fréquent? On le sait pas. On le sait pas. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup d'énergie électromagnétique puis de force de champ gravitationnel autour des montagnes qui sont élevées. On peut parler du mont Shasta en Californie. Oui, le mont Shasta. Où on voit énormément d'apparitions là-bas à cause de l'énergie électromagnétique qui s'y trouve autour de bien des montagnes, le Kilimanjaro, le mont Everest. Souvent aussi, c'est associé à non seulement des portails, mais c'est qu'on oublie des choses. C'est tout le réseau Agartha, les civilisations intraterrestres qui demeurent aussi dans des vibrations différentes des nôtres. Il n'y a pas juste les extraterrestres, là. Il y a des intraterrestres, des gens qui vivent dans des dimensions différentes, supérieures à nous, puis qui veillent un petit peu aussi sur la gang qu'on est, sur la planète aussi, puis qui essayent d'enligner les énergies, puis qui travaillent sur les flammes, puis je veux dire la flamme violette d'ascension, la flotte, je veux dire qui essaye d'enligner aussi la grille énergétique planétaire, qui essaye de nous protéger là-dedans, parce qu'on est en train de tout démolir nos séquoias puis nos forêts, qui jouent un rôle primordial dans l'énergie de la planète. Puis nous autres, on débâtit ça à tour de bras. Fait qu'il y a d'autres entités, d'autres formes de vie qui vivent dans des degrés vibratoires différents, qui essayent de compenser pour le mont Shasta dont tu parles, c'est une montagne que j'aimerais beaucoup voir. Moi aussi, je vais y aller. C'est pas là où il y avait aussi des grands blonds qui... Oui, apparemment, j'ai entendu. Les intraterrestres, avec
Adana et compagnie, là, les Lémuriens. Les Lémuriens sont tous là-bas. Là. C'est la Lémurie. Là. C'est ça. Il y a un endroit qui m'a toujours frappé. La première fois que je suis allé là, puis je suis allé à multiples reprises en tournée, entre autres, mais aussi en visite, le Mont Mégantic. Mm-hmm. C'est vraiment un endroit qui est d'où émane. C'est une énergie très, très particulière. Puis on la sent. Là, on la sent très, très fort. C'est un endroit. Puis d'ailleurs, les lettres du mot mégantique forment le mot magnétique si on les mélange. Mm-hmm. Mais c'est un endroit que j'ai toujours adoré. Oui. Puis d'aller à l'observatoire en haut, puis de la vue qu'il y a là, par temps clair et lumineux, c'est extraordinaire. La sensation, ce qu'on ressent, c'est extrêmement fort. Ça, ou Charlevoix, comment ça s'appelle, le parc des Grands Jardins, tout ça, c'est extrêmement fort. La Gaspésie. Le domaine Charlevoix. Le domaine Charlevoix, tout ça, tout à fait. Mais on dit ça, là, on ressent que c'est extrêmement fort, mais quelqu'un qui n'est pas en patte pour 2 scènes, tu sais, puis qui est vraiment, là, j'en parlais dans mon émission ce matin, il y en a des gens là, qui se posent pas de questions, c'est métro, boulot, dodo, on empile de l'argent, on crève à un moment donné, il y a plus de feu, il n'y a plus de lumière, puis ça finit de même. Ils se posent pas de questions, ces gens-là. Fait que tu les amènes au Mont Shasta, ils vont dire, bon, je perds donc bien mon temps ici, je ressens rien. Tu sais, ils sont pas en patte, ils sont jusqu'à pas sensibles. Puis ça, c'est fréquent que des gens... Combien de fois on a entendu parler de gens qui vivent des épreuves, tout à coup, ce qu'ils prenaient pour acquis, ça tient plus la route. Boum, parce qu'il y a une maladie, parce que la mort d'un proche. Exact. Il y a un choc émotionnel tellement grand que leur regard d'avant a changé, s'est transformé pour toutes sortes de raisons. Et là, il y a un lâcher-prise, justement. Il faut. Oh oui, c'est ça. Oui, c'est ça, fait bing bang, bing bang. Il est tellement convaincu de ce qu'il dit. Tellement convaincu. Ben oui. Bon, OK, je taperai plus sur la table, Carole. Non, c'est parce qu'il y a de l'orage qui s'en vient. Est-ce qu'on reparle de météo? C'est ça. Quelque chose qui est pour moi bien important. Je suis très sensible personnellement aux atmosphères, aux lieux, non seulement aux gens, mais aux atmosphères, aux endroits où je me trouve quand je suis invité chez quelqu'un ou la première fois en voyage, souvent je rentre dans les églises, pas nécessairement parce que je suis de croyance catholique ou protestante ou quoi que ce soit, c'est que j'aime ces lieux-là où il y a beaucoup de gens qui sont de passage, c'est chargé de mémoire et tout ça. Vous, est-ce que vous avez aussi ce ressenti-là par rapport, vous êtes invité chez quelqu'un pour la première fois, vous sentez... Comme hier pour toi? Oui, c'est ça, dans les murs, une mémoire, j'appelle ça la sueur dans les murs, mais tu sais, c'est chargé de quelque chose. Êtes-vous sensible à ça? Énergie résiduelle. Oui, exactement. Oui, beaucoup. Oui, c'est ça. Beaucoup. Ouais, toi aussi, Manon? Oui. Je confirme aussi. Toi aussi? Mm-hmm. On le sent tout de suite. Oui, c'est ça. Tout de suite, mais en tout cas... Soit qu'il y a un malaise ou ben non... Oui. Souvent, ça va être des malaises ou ben non... Ou on se sent porté, au contraire, on se sent bien, on se sent en accord, on se sent détendu. Ou alors, ça pèse. Je m'amuse souvent à dire à la blague, tu sais, dans toute situation ou dans tout lieu, soit que ça nous porte ou que ça nous pèse. Tu sais, à un moment donné, on n'a pas besoin de faire un doctorat, une maîtrise pour se rendre compte. Le corps est un outil extraordinaire qui va immédiatement nous indiquer qu'une situation ou un lieu ou une personne est pesante ou au contraire ça va dépendre de ce qui nous entoure comme énergie. Tu sais, je veux dire, tout est ion négatif ou positif. Aussi. Puis je veux dire, qui prend le plus et qui prend le moins dans chaque situation, c'est ce qui va faire la différence dans le transfert d'énergie. Ouais. Ici, on est entouré d'électronique, on est entouré d'électricité. Mm-hmm. Donc ça nous gruge de l'énergie. C'est nous autres qui se fait voler de l'énergie. Ouais. On devient le positif là-dedans, puis on se transfère. Ouais. Ça c'est chargé en ion négatif, positif. Ouais. Tandis que si on va se promener dans le bois, là, le bois est chargé en énergie négative. Fait que c'est nous autres qui devient le plus, puis c'est nous autres qui accumulent l'énergie de la nature. Ouais. Fait que ça dépend de par quel genre d'ion, par quel genre d'énergie vibratoire on est entouré aussi. C'est ce qui explique que tu te sens bien ou que tu te sens mal. Ça nous porte ou ça nous pèse. C'est une recherche de rééquilibrage ou de rééquilibre ou de renégociation des forces en présence. Personnellement, quand je vais, on s'en est parlé, Carole, encore aujourd'hui, mais quand je vais magasiner, de toute façon, je suis pas un magasineur compulsif, pas du tout, mais quand j'ai besoin, puis je vais dans une grande surface, je sais exactement ce que je veux, puis c'est pas de l'anxiété, c'est que je ressens, ça me draine, ce dont tu parles, ça me draine, ça me siphonne, ça fait que je vais rester une demi-heure, mais je suis très sensible au néon, aux environnements, à l'agitation, au chaos ambiant. Alors, je me protège. Le Wi-Fi. Exactement. Alors, donc, j'y vais, je suis assez direct, systématique. Je dis que j'ai besoin de telle chose. Je ressors et je retourne dans ma campagne ou, en tout cas, dans des lieux qui sont plus... qui sont moins chargés. Qui sont moins chargés puis qui me portent davantage. C'est ça. Parce que, tu sais, comme tantôt, tu disais le bois. Fait que les bois parlent, ça communique entre eux. Un arbre communique avec les autres arbres, mais communique aussi avec toi. Prends-en un dans tes bras, là. Oui. Puis tu regarde, ça, c'est... Mais les gens vont dire, ben là, tu vas avoir de l'air cave dans le bois en train de te... encore. Tu vas avoir de l'air de quelqu'un qui signe après... Voyons. Non, c'est pas ça.
C'est ce que les Amérindiens faisaient aussi. Le rapport, c'était sacré, la montagne, l'arbre et tout ça. J'ai lu récemment un ouvrage qui s'appelle « La vie secrète des arbres ». L'as-tu lu? Oui. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai entendu parler. T'as entendu parler. C'est vraiment très, très bien fait sur justement les liens, les rapports entre les arbres, les connexions, comment est-ce qu'il y en a. Il y a une course, il y a une compétition entre les arbres. Il y a des espèces qui vont dépasser les autres. Il y en a qui vont survivre, mais c'est une course à la survie, tout ça. Mais ils sentent aussi, les arbres, quand il y a quelque chose qui s'en vient, qui n'est pas correct. L'organisation spatiale entre les arbres, le rapport avec les animaux, les cycles, c'est beaucoup lié aux cycles. C'est fascinant parce que ça donne... En fait, c'est le premier réseau Wi-Fi, c'est les arbres, c'est la nature. Donc, c'est vraiment intéressant de constater ça. Puis ça change le regard qu'on porte aussi. C'est pas juste une corde de bois. Mais non. C'est pas juste un montant que tu vas payer pour une corde de bois. C'est des êtres vivants, c'est des êtres naturels. Donc, c'est formidable. Puis le sens du sacré aussi, on l'a souvent perdu au profit du profit. Fait que revenons à l'essentiel aussi davantage. Puis même, tu sais... ce qui est vivant dans nos perceptions à nous, je veux dire, c'est le monde animal, minéral, végétal. Mais je veux dire, dans les faits, tout est vivant. Là. Même cette table-là a une conscience d'exister. Elle a juste pas conscience qu'elle peut être plus ou elle a pas conscience du passé, du futur, mais c'est une conscience d'exister. La chaise sur laquelle tu es assis, c'est que tu es assis sur elle. Je veux dire, c'est une conscience finie, limitée, mais chaque objet qui nous ne semble pas vivant a quand même une conscience d'être. La seule affaire qui nous différencie de ces objets-là, c'est que nous, on a le libre arbitre de se projeter, de savoir qu'on peut devenir plus. Tandis que même la chaise, elle, à un moment donné, va devenir plus, va se ramasser dans un dépotoir duquel va avoir des verres, après ça des pousses, après ça de la verdure, après ça, cette chaise-là va reprendre vie à un moment donné, puis sa conscience va évoluer tranquillement vers l'illimité. On a toute la possibilité de devenir exactement ce sur quoi on focus, parce qu'on dégage cette énergie-là qui va nous être rendu. Fait que tant qu'à pouvoir devenir tout ce qu'on veut, visons l'illimité. Tu parles d'illimité. Moi, je trouve ça intéressant aussi le parallèle entre le mot limiter puis imiter. T'sais, on est souvent dans un mode où on va imiter, on a des modèles et tout ça, puis on va se limiter ou se contraindre puis non pas se déployer, mais à chercher à correspondre à quelque chose d'extérieur. Il y a quelque chose d'intéressant que tu disais, PY, par rapport à la nature des objets et tout ça. Justement, tout est atomique, tout est conscience, tout se transforme, tout est impermanent. Je viens de perdre mon idée, ça y est, je l'avais, je viens de perdre mon idée. Ça va revenir. Ça va revenir. C'est là qu'on dit l'alphabétique. J'ai perdu mon idée, mais ça va me revenir. Bon. Carole, parle-moi d'autres expériences que tu as vécues qui relèvent un peu du paranormal ou de choses qui t'ont marqué. Marqué, plus marqué de toute ma vie. Oui. As-tu eu peur? As-tu déjà eu peur? Là? Peur bleue? Peur, oui, que oui. Ouais. J'ai été 10 ans pas retourner à cette place-là, tellement j'en ai quasiment fait dans mes culottes. Il était temps que je rentre chez nous, là. D'accord. Peux-tu nous raconter? Non, mais c'était à Sainte-Croix que ça s'est passé. À Sainte-Croix, il y a une chute. Nous autres, on a de belles places, mais à un moment donné, on entendait parler que ça faisait plusieurs personnes, une quinzaine de personnes, disaient voir un grand être noir de 7 pieds aux yeux rouges, puis on se disait, Kim, ça a été vu sur les terrains en bas, sur le bord, en bordure du fleuve. Peut-être le Mothman. Non, il n'y avait pas d'aile, apparemment. Pas nécessairement. C'est une forme, peut-être qu'il était fermé dans le dos. Il prend la forme qu'il veut, le Mothman. Oui, peut-être. Mais cette espèce d'être-là, je ne l'ai jamais vu, mais un soir, et on a choisi notre date. Souhaitais-tu le voir? T'as-tu fait tout ce qu'il fallait pour le voir? C'est ça? J'avais 18 ans, puis je me suis dit, t'as peu. Ouais, pas peureux. On va le voir, nous autres. On va y aller, ouais, c'est vrai, cette toi-là. On va jaser avec. Mais, sauf qu'on n'a pas vu ça. J'ai vu autre chose, et c'est ça qui m'a fait freaky. Et c'était quoi? C'était, les gars avec qui j'étais, ils ont fait comme on va aller voir dans le bois, voir s'il n'y aurait pas des traces de cet être-là. Reste ici dans le cours, puis check au cas où que le propriétaire revienne. Puis s'il y a quelqu'un, crie-nous, on se sauve d'ici, parce qu'on est rentré comme illégalement sur un terrain privé. Sauf qu'à un moment donné, j'étais assis debout, puis je checkais un peu partout. Puis je me tourne vers le boisé. Eux autres étaient partis dans le boisé, mais vers à ma gauche. Mais où est-ce que je voyais quelque chose? C'était carrément en face de moi. Et c'est une boule blanche qui sillonnait, ça sillait, je sais pas si... scintillait. Ça scintillait, mais sur place, comme un ballon, à peu près la grosseur d'un ballon de soccer, si on veut. Et c'était à peu près à 1 mètre de haut
à hauteur du sol, Ouais. juste avant le boisé. Et là, je fais, ben voyons donc, que c'est ça? Une boule. Là. Les gars me font une niaise, là. Ça se peut pas. Et la boule disparaît pour en réapparaître un autre, mais un rouge, un beau rouge sang, là. Tu sais, quelque chose de vraiment qui fesse, là. Mais c'était pas aveuglant comme lumière. Et là, je crie au gars, vite, dépêchez-vous, il y a de quoi qui se passe ici, là, je vois de quoi. Puis les gars disent, ben voyons donc. Puis j'ai l'impression que je hurlais, là, à un moment donné, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Check, regardez-le, là. Puis comme les gars arrivaient, pouf, la boule disparaît. Et là, les gars disent, qu'est-ce que tu as vu? Ben, je viens de voir ça. Ça a apparu, puis je leur raconte l'histoire. Et à un moment donné, j'ai vu des êtres, on se sentait envahi, entouré de quelque chose. Mais on voyait rien. Puis là, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Je veux m'en aller. Je suis pas bien. J'ai un esprit de malaise intense. Puis là, on s'est assis dans l'auto, puis parce qu'ils pensaient qu'on allait être plus en sécurité dans un auto. Non, ça n'a pas rapport. Je m'installe, mais là, c'est des sièges baquets. Peux-tu te dire que je me suis passée en arrière, me suis assise entre les deux gars, là, dans le milieu, en avant, là. Puis je dis, puis là, ils me voient en panique. Mais comme plus je paniquais, puis plus je les voyais, j'ai comme l'impression qu'ils se sont servis de mon énergie, ma peur, ce que je dégageais. Je me suis mis à voir ces entités-là qui entouraient le véhicule. OK. Ça avait à peu près 1 mètre de haut. Il y avait des pustules au visage comme un crapaud, la couleur d'un brun verdâtre, comme un peu vraiment pas beau. Ça ressemblait à un troll. Aujourd'hui, je peux dire... Difficile de faire du speed dating avec ça. Non. Hey, crée-moi que tu veux pas voir ça. OK. Puis ça avait les cheveux tout... Puis c'était comme habillé comme une poche de patate en lin. Là. Tu sais, c'était vraiment comme couleur en terre. Ouais. Je sais pas ce que c'était. Mais quand je regarde après les trucs comme les trolls, comme le film des trolls, c'est là que je vois que ça ressemble à ça. Mais le rôle des personnages qui ont fait le film des trolls, ça s'est fait 3 ans après que j'ai vu ça. Okay. Donc, j'avais jamais vu ça de ma vie avant, là. Le LSD était bon dans ce temps-là. Hein? Ah, je prenais... C'est ce que je me fais dire, lâche la drogue. Le pire, c'est que j'en prenais même pas. Et j'en prends pas plus aujourd'hui, là. J'en prenais pas. Oui, j'ai déjà touché à ça, du pot comme tout le monde, là, mais pas de la grosse drogue. Mais je touche pas à ça aujourd'hui. Ça me sert... J'en ai pas besoin de ça. J'aimerais tellement ça, moi, voir de quoi de même, là. Ben moi, je te le souhaite, mais en même temps, J'aimerais de loin. tellement ça. Je me suis toujours loin, dit, parce j'en que... vois pas parce que je fais partie de la gang puis ils n'ont pas besoin de venir m'impressionner, là. Mais j'aimerais ça, moi aussi. Ça me. Ben, sais-tu que je suis marquée. Et les gars, ce qui est le plus étrange, c'est que les gars ne voyaient pas ce que je voyais. Ils le ressentaient, mais ne le voyaient pas. Ouais. Puis je lui disais, pourquoi? Moi, je les vois, pas vous autres. Voyons, non, ça se peut pas. Il y en a un là, et je pointais tout le tour. Puis là, ils disent, non, qu'est-ce qu'ils font, là, présentement? Je dis, il y en a un qui monte sur le haut du char. Puis là, ils ont fait comme, ben, voyons. Et ils sautent, là, en disant ça, poc. Le hood a fait poc. Il a renfoncé, puis il a repris sa place. Puis ils ont fait, oh, taboire. Il y a réellement quelque chose que tu vois qu'on voit pas, mais qui a fait ça. Oui. Et le gars, là, tu sais, le genre, pas ses nerfs, mais pas à peu près, comme dans tous les bons films, il prend ses clés de char, essaie de mettre la clé dans le switch, l'échappe dans le fond du char. Pas capable de retrouver sa clé. Puis, tu sais, vraiment ses nerfs. Un coup qu'il l'ose caler, c'est quelle la clé? Puis, tu sais, tout pour me faire faire dans mes culottes. Fait que là, pour moi, c'est toi, c'est ton énergie qui attire ce genre de phénomène-là. Je sais pas. Ben, c'est peut-être parce que j'étais très sénère. Puis on va y aller, toi puis moi. Puis moi, je veux voir ça. Mais aujourd'hui, je veux voir ça. Moi. Parce que moi, avant de connaître Carole, j'ai aucune expérience. Il y en a des gens qui attirent ça. Oui. Puis depuis que j'étais avec Carole, j'ai vécu plusieurs petites choses dans ce genre-là. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je les ai jamais revus, mais je suis retournée en bas de la côte à cet endroit-là, 10 ans plus tard, et j'ai fait comme, là, c'est ça. Tu m'as fait peur une fois, mon petit Chris. Excuse. Oh mon Dieu. On va aller à la météo. Un cadeau de Noël de moins. Hey, justement, mais il faut aller à la pause, par exemple. Mais bref, j'ai demandé à notre... Je dis là, c'est assez, vous m'avez fait peur une fois, si ça suffit. Aujourd'hui, je sais qu'est-ce que je suis, je sais ce que je dégage, je sais ce que... Oui. Je suis assez forte pour que vous me faites peur à ce point-là. Oui. On va aller à la pause, puis j'ai noté, parce que je me suis souvenu de ce que je voulais dire tantôt, fait qu'on retrouve la pause. OK, parfait.
Oui. Continue donc, mon Patrice, justement, pour le... On est revenu, là? Ben oui, on est revenu. Oui, bonjour tout le monde. Alors, c'est Patrice Cocro, aujourd'hui, qui est en remplacement. J'anime, là. Carole Lauzé m'a invité à le faire. Alors, l'émission se poursuit, bientôt se termine. Je viens de me souvenir de ce que je voulais vous partager tantôt, puis que je vous disais, c'est que on est doté de 5 sens officiellement, là, mais il y a plusieurs autres sens desquels on est doté. Mais souvent, les gens qui vont être plus sceptiques ou qui vont avoir une lecture de la réalité plus normale ou conventionnelle vont dire, écoute, je ne crois que ce que je vois. Mais je vais vous donner un exemple. Un avion à hélice. Quand vous voyez au repos les hélices, vous les voyez, donc vous dites, je les vois, donc ça existe. Mais quand les hélices tournent, puis que les hélices sont parties, on les voit plus. C'est pas parce qu'on les voit plus que ça existe pas. Je te parle au téléphone, puis tu vois pas l'onde exactement. qui circule parce entre que s'il fallait se fier uniquement à ce qu'on voit, ce qu'on peut toucher, goûter, tout ça, puis qu'on dit, c'est ça la réalité, alors que la réalité peut être modifiée, que la réalité aussi est beaucoup plus subtile dans bien des cas. C'est comme le monde des rêves. Mettons, si je vous raconte tel ou tel rêve que j'ai fait, j'ai pas de preuve comme quoi j'ai rêvé, mais moi, je sais que je l'ai vécu. Mais s'il fallait que je vous donne une preuve, je peux pas vous la donner, je peux juste vous la partager. Donc, il faut se fier uniquement à ce qu'on peut, de façon tangible, prouver. Je veux dire, où c'est qu'on s'en va avec ça? La réalité est extrêmement limitée. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Oui, tout à fait. On a une fâcheuse tendance en tant que civilisation humaine aujourd'hui à dire que c'est impossible tant qu'on n'a pas pu le prouver scientifiquement. Exact. Tandis qu'on vit dans un univers infini. L'univers connu, l'univers visible, on dit que c'est à peu près 13,8 milliards d'années, mais ça s'étend beaucoup plus loin que ça parce qu'il y a des multiples dimensions, il y a des multiples univers parallèles. Les multivers. Exactement. Aujourd'hui, on a même réussi pratiquement à étayer l'hypothèse des multivers avec la physique quantique puis l'organisation justement des ions puis des cordes à l'intérieur de l'atome, de bien des choses qu'on a découvert. Ils ont découvert, je pense, 10 exposant 50 applications différentes de l'organisation des cordes à l'intérieur des électrons. Et puis ça serait la preuve qu'il y a un minimum de 10 exposant 50 univers réels possibles. Parce que la manière dont les cordes s'organisent dans les électrons, c'est la manière dont un univers fonctionne. Puis ils ont réussi à faire un parallèle avec ça. C'est pas prouvé hors de tout doute encore, mais il y aurait au moins 10 exposants 50 univers. Donc, je veux dire, fois 13,8 milliards d'années, on arrive à une quantité infinie de possibilités. Moi, je pense qu'on devrait changer notre manière d'évaluer le possible en disant que tout est possible tant qu'on n'a pas prouvé que ça se peut pas. Exactement. Moi, je te suis entièrement là-dessus. Mais d'ailleurs, si on revient à la science plus conventionnelle qui est relative à la norme, là, actuellement, déjà, il y a les exoplanètes qui ont été découvertes. Je ne sais plus combien de milliers d'exoplanètes. 4025, je pense. Il y a de la glace ailleurs, il y a de l'hydrogène, il y a différents éléments, il y a de l'eau, en tout cas. Donc, il y a des éléments récurrents qui se retrouvent à travers l'univers. Donc, potentiellement, même sans preuve, déjà, on peut déjà évaluer qu'il y a des potentiels de vie même primitives et donc même plus complexes qui existent vu la vastitude de l'univers. Mais je partage ton point de vue, puis dans le sens où moi, je préfère être... en tout cas, ouvert potentiellement, jusqu'à preuve du contraire, que d'être sceptique puis les bras croisés en disant tant que je n'aurai pas de preuves, je ne suis pas ouvert. Moi, c'est plus ma philosophie. Puis de toute manière, on a la maudite volonté de se dire que la vie, la seule forme qu'elle peut avoir, c'est comme celle qu'il y a ici. Exact. Je veux dire, il n'y aurait pas un univers infini de 13,8 milliards d'années-lumière qui engendrerait la vie de la même manière partout, en tout temps, puis qu'il y a juste une sorte de vie, puis une façon qu'elle prenne conscience, puis qu'il y a juste une dimension également. Peut-être que sur chaque planète, il y a de la vie, mais qu'avec notre technologie matérielle, qu'avec nos yeux humains, on n'est juste pas capable de l'observer, parce qu'on n'est pas dans la même vibration que cette vie-là. Je veux dire, le degré vibratoire, c'est la manière que tu dégages ta pensée. C'est ce qui t'habite en énergie et au niveau émotionnel que tu dégages. C'est ça, le degré
vibratoire. Donc, tantôt, quand tu parlais de musique, ça revient vraiment à ça, parce que, je veux dire, tout part d'une vibration. La vibration part de l'émotion. Oui. Cette émotion-là engendre cette vibration-là, et cette vibration-là engendre une fréquence qui donne un son qui est concordant et une couleur également. Tu sais, fait que je me rejoignais beaucoup à toi tantôt quand tu disais que tu vois, tu penses que la musique, c'est le son de l'univers. Ben, je suis d'accord avec ça, parce que moi, c'est le son qui me fait voyager. Cette note, comme cette couleur avec lesquelles tu peux, dans les différentes combinaisons, créer une infinie de possibilités. Je veux dire, des tunes, on peut en créer à l'infini. Des toiles, on peut en créer à l'infini. Des recettes, bon, tout ce qu'on voudra. Donc, on est doté d'outils avec lesquels on peut les combiner de différentes façons. Puis on est chacun notre note aussi. On a chacun notre vibration. Tout à fait. Alors, tout ça est formidable et très positif à l'image de la température extérieure. Profitez-en tout le monde, d'ailleurs, tantôt, pour aller vous baigner. Dans l'eau du fleuve. Oui, c'est ça. La marée est pas mal haute en plus, mais je ne suis pas sûr de me baigner là-dedans. Un petit dernier tour de table, est-ce qu'on a le temps? Oui, mais 2 petites secondes avant, j'ai quelque chose que j'ai pas dit en début, que j'aurais donc dû. C'est que j'ai une tasse à faire tirer, une tasse de MUFON. Ceux qui veulent partir. Le premier qui va me dire le nom d'un des 2 invités, c'est aussi simple que ça. Ben oui. Qui va me dire un des 2, qui va me texter ou qui va m'envoyer par texto au 581-500-1196, ben il va gagner la tasse. Tout ce qu'il y aura à faire, c'est de venir la chercher en studio. Sinon, ils peuvent écrire un commentaire sous le poster et me dire, moi, j'avais. Ben, le premier qui va faire ça, ben, je lui donne. Puis je rappelle en même temps que pour Jean-Charles Moyen, le film de Jean-Charles Rive-Sud, il reste plus très, très grand place à la Cinémathèque québécoise à Montréal le 11 mai prochain à 14h. Ceux qui en veulent, je sais que j'ai vu le compteur, comme on dit, parce que Jean-Charles me met au parfum à chaque fois, justement. Puis je sais qu'il reste presque plus de place. C'est sur le boulevard Maisonneuve, la Cinémathèque. Ceux qui veulent des places, allez sur la page de Rive-Sud. Vous allez pouvoir aller réserver les peu de billets qui restent. Prenez-la, parce que sinon, vous arrivez là, vous allez vous river le nez dans la porte. Et voilà, tout simple que ça. D'accord. Alors, il nous reste combien de temps, ma chère Carole? Il nous reste 5 minutes avant que je fasse entrer Manon dans le studio. Bon, alors si on faisait un petit tour de table, puis vous demandez qu'est-ce que vous aimeriez mettons pour la prochaine année, disons, qu'est-ce que vous aimeriez qui soit expérimenté? Peut-être vous avez des projets, mais aussi, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on privilégie dorénavant dans nos institutions, même les plus conservatrices? Est-ce que vous avez un souhait pour la prochaine année par rapport à tout ce dont on vient de parler depuis le début de l'émission? Ben, moi, je dirais, je ne sais pas si ça rentre vraiment dans ce que tu viens de demander, là, mais en tout cas, je vais y aller avec mon cœur à moi-même. Vas-y, mon grand cœur, comme on dit. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que les gens prennent plus conscience de qui ils sont, du pouvoir qu'ils ont en eux, de ce qui vibre en dedans d'eux autres. Oui. Parce que tantôt, on parlait là, justement d'autres planètes. On dit, bon, ici, il ne faut pas oublier que c'est la 3e dimension, mais il y a autre chose au-delà de la 3e dimension. Ici, c'est tridimensionnel. Sur notre planète, ça peut être 4e dimension. On ne les voit pas, mais c'est là. Et si les gens pourraient prendre contact justement avec les énergies au-delà du toucher, au-delà de vraiment le ressentir, c'est ça. Ouais, il vaut vraiment du ressenti et de prendre confiance en eux. Ouais. Qu'il y ait une paix qui s'installe en eux, puis que justement, le long jugement, le lâcher prise, de ne pas avoir peur de leur sensibilité. Exact. Ouais, mais justement, de ne pas juger l'autre face à soi. Ouais. Ben on ne sait pas, on n'est pas dans le soulier. Ah mon Dieu, le jugement. Oui, c'est tout un programme de neutraliser ça. Puis par rapport à, y a-tu quelque chose que tu souhaites même? Non. J'ai aucun souhait, moi. OK. Je sais que la vie se charge de tout. Elle sait ce qu'elle fait. Veux pas, c'est une chose qui est sûre dans la vie, c'est le changement puis l'évolution. Ouais. Puis on est exactement où on a à être en tant que peuple, en tant que civilisation, puis en tant que race. Puis même si on a l'impression qu'on est à côté de la traque, c'est un chemin obligé pour réclamer Go, pour passer par Go puis réclamer 200 $. Wow. Puis le peuple de l'homme est appelé à s'émanciper puis à se libérer puis à devenir quelque chose dont on peut même pas encore rêver aujourd'hui. Wow. Formidable. Et toi, Carole? Ben, j'ai apprécié d'avoir pris quelques vacances, mais le micro manque pareil. Ben, tu vas le retrouver incessamment. Mais en fait, je vais annoncer félicitations à Gaëtan Morin qui a gagné la tasse. Ta tasse, ça va être en studio
dans un petit panier à quelque part ou un tiroir à quelque part. Ton nom va être écrit dedans. Bravo, Gaétane. Mais en fait, je suis étonnamment surprise des connaissances de PY. Mais vraiment, là, je suis... Comment ça? Je suis bouche bée. À savoir à quel point tu as des connaissances dans le sujet. Tu as... t'as apporté des termes et des explications qui me conviennent vraiment beaucoup sur bien des points. Tant mieux. Puis où on s'entend sur bien des points aussi. Puis ça me surprend. Vraiment, je suis surprise. Ben, regarde, il n'y a aucune vérité universelle, sauf de dire que chaque vérité est vraie. Puis si on se rejoint dans les nôtres, ben tant mieux. Ben oui, effectivement. Mais on se sent. Puis c'est vrai que tout est avec le ressenti. Tu vois, tantôt, j'ai un petit côté panique. Tu le sens? Tu le sens quand toi, ça? Ouais. J'ai jamais ressenti la panique de quelqu'un comme ta panique à toi. En finissant, là, petite parenthèse avec ça, au début, quand Carole a commencé Zone Parallèle, il y a quoi, 1 an à peu près? Oui, ça a fait 1 an. Hey, je veux dire, on finissait Les Vraies Affaires, là, mon émission qui est de 8 à 11 le matin. Carole entrait dans le studio, je recevais une tonne de briques sur le chest. Elle rentrait, elle était de même. Puis moi, pas tant que ça, là, quand même. Ah oui. Non, mais Je sais qu'il y a pas de même. Je te voyais pogner la souris, t'avais la main de même, tu suais, t'étais brillant. Puis j'ai jamais reçu l'énergie je de sais stress de cette quelqu'un journée-là, t'as raison. de toute ma vie à ce point-là, là, mais ça me pénétrait dans le chest. On aurait dit des rayons gamma. Là. J'ai jamais ressenti le stress de quelqu'un à ce point-là. Non, mais je suis non bien puissante. C'est débile. C'est débile. Écœurez-moi pas. Très puissante. Puis moi qui étais en patte, il fallait que j'aille respirer 10 minutes de l'autre côté. Là. Ah oui, ben oui, j'imagine. Parce que tu m'envoyais ça par la gueule. Là, mais je suis désolée. Mais aujourd'hui, tu vois, j'essaie d'y aller avec la lumière puis avec le positif. Fait que si je t'envoie de quelque chose... Tu sais, puis au pire, si ça chie, là, puis qu'il arrive quelque chose de pas correct avec la programmation, c'est pas la fin du monde. Oui, comme tantôt. Hein? Il n'y a rien qui va exploser. Est-ce que c'est terminé ou non, c'est pas terminé encore? Il reste encore 5 minutes, mais je vais parler avec Manon. Oui, alors, écoute, merci de m'avoir donné cette opportunité. C'est moi qui te remercie. L'animation, c'est un beau baptême. J'ai l'impression d'avoir franchi une étape. Merci. Puis, écoute, on va continuer ça, là, à un moment donné. Je trouve que tu fais bien ça. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Ah, je vais faire ça toute ma vie. Mais reste là quand même 2 secondes. Oh, non, mais je m'en allais, moi, là. Mais je vais parler avec Manon. Manon, en Codef 3.0. Comment vas-tu, Manon? Les gens, ils savent, quand j'arrive en studio, c'est pour vous kicker out avec un petit coup de pied dans le derrière enrobé d'amour, hein? Ça va super bien. Écoute, ce que PY vient de raconter, là, j'ai vécu ça à un dîner de réseautage. J'ai pensé à toi, Carole, puis tes phénomènes inexplicables. La personne, lorsqu'elle s'est présentée, tout mon corps à moi s'est mis à vibrer. J'ai dit, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et après la rencontre, je suis allée voir la personne et la personne m'a dit la même chose. Manon, je comprends pas ce qui s'est passé. Je me suis mis à trembler quand j'ai fait ma minute. Elle dit jamais que je suis comme ça. Puis elle dit, aujourd'hui, je sentais le besoin de m'asseoir à côté de toi. Fait que là, aucune idée si c'était pour me calmer, mais j'en ai vibré moi aussi. Écoute, il faudrait que je vous parle après mon émission, par exemple. Hein? Parce que là, on pourrait passer après-midi à en discuter. Hein? C'est capoté ce qui arrive des fois. Ouais. Et là, avez-vous des petits mots doux dans votre pare-brise dans le courant de la dernière semaine? Genre dans la poussière pour dire lave ton char. Des étiquettes. Des genres d'étiquettes, mais qui te disaient passe une magnifique journée. Non. Ou je pense à toi, je t'aime. Parce que c'est des défis qu'on avait lancés à nos auditeurs la semaine dernière dans Codef. Donc, vous n'êtes pas parmi les chanceux qui en ont eu. Ah, non. Moi non plus, je n'ai pas eu. Mais c'est pas grave. Je demeure à Québec. C'est ça. Moi, quand même 45 minutes d'ici. Fait que peut-être pour ça. Ah, mais écoute, on est écouté jusqu'en France. Ah, donc, c'est ça aurait pu arriver. Là. C'est peut-être nos cousins, les Français, qui en ont eu des petits mots, puis on ne le sait pas. Mais bref, oui, il y en a qui ont eu des petits mots doux et les auditeurs qui vont vouloir nous en parler vont pouvoir le faire à Codef 3.0. On va également vous parler de qu'est-ce qui arrive quand on est organisé, souriante, puis facile d'approche. Il peut arriver toutes sortes d'affaires. Hein? Puis moi, on va également parler de qu'est-ce qu'ils ont en commun. Vous pouvez répondre si vous pensez. Star Wars, le jardinage et les pompiers. Je dirais que c'est la TPF. Là, tu parles-tu bien de la taxe sur les produits et services? Exactement. En fait, c'est la journée de Star Wars puis des pompiers aujourd'hui. Ça, je le sais. C'est la journée internationale de Star Wars et des pompiers aujourd'hui. Tabarnouche! Le jardinage, je ne savais pas que c'était la journée aussi aujourd'hui. Hein. Eh oui, puis je dois vous dire, écoutez, parce que le jardinage, il y a une petite particularité. Bravo, PY.
Tu le savais? Mais alors, c'est pas grave, écoutez-nous parce que nous autres, on va élaborer sur le sujet. Ensuite de ça, à l'histoire inspirante, vous allez apprendre comment Catherine s'est libérée d'être autre pour mettre fin à la dualité qu'elle avait en elle et choisir de vivre sa vie. Donc, ça va être un récit vraiment touchant, inspirant, qui va vous aider à retrousser vos manches peut-être, puis même oser passer à l'action. Donc, tout ça dans la formidable, fantastique et bien le fun émission Codef 3.0. Bonne émission, Manon. Merci. Merci beaucoup encore une fois, Patrice Cocro, d'avoir pris les rênes et d'avoir si bien animé. C'est comme un Père Noël. J'avais assez. J'ai vraiment adoré ça. Tu as fait ça comme un pro. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Ben oui. PY, merci beaucoup, mon ami. Je t'aime, je t'adore et vraiment, j'adore ton rayonnement et je comprends encore plus le pourquoi tu es comme ça. Et puis, on vient juste d'effleurer la surface. C'est ça en plus, mais je te sens de toute façon. Mais je savais pas pourquoi, à quel point il y avait quelque chose. T'es pas le Jésus, t'es pas un petit Christ non plus, mais c'est quelque chose. Les écorchés portent l'étendard de la lumière. Exactement, exactement. Ouais. Là-dessus, c'est tellement merveilleux. Merci beaucoup. La semaine prochaine, je vais recevoir la France. L'Europe vient nous, pas à nous, mais en fait, c'est au téléphone que ça se passe. Okay. On va recevoir Gilles Thomas d'ODH TV, ainsi que Rémi Fauchereau et Gilles Durand. Dussault aussi en Europe. Les trois vont être ensemble parce qu'ils sont en période présentement ils font beaucoup d'observations de ces temps-ci. Puis ils ont choisi cette fin de semaine-là et Rémi a écrit un livre. Donc, on va parler aussi de son livre là-dessus qui est Les ovnis dans l'Yvonne, dans le coin de Paris, en fait. Bref, ça va être une émission très intéressante. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine et une belle journée ensoleillée parce que là, pour quelques jours avec cette belle température-là. Merci encore, Patrice, que j'aime beaucoup. Merci, Carole. Faut que tu reviennes. Ben oui, je trouve ça le fun. Hey, j'ai eu le temps j'ai eu le temps d'aller sur mes Facebook pendant que tu parlais, puis j'aurais pu jouer une game de gado. Non, c'est pas vrai. Que je te vois. J'écoutais religieusement, sérieusement, tout ce que vous dites, c'était intéressant. Mais ça a été vraiment une belle expérience pour moi aussi de laisser aller un peu. Je trouve ça le fun. Oui. Laissons la chance à d'autres Et là, je vais laisser la chance à Manon qui s'en vient avec ses grosses bottes. Sur ce, je vous quitte. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous tous. Bonne semaine.